je remplace un peu au pied levé notre président Jean-Pierre Crémieux, qui arrivera avec quelques retards. Et donc, avant de présenter Henri Brock, je voudrais vous signaler la prochaine conférence qui se tiendra ici jeudi 18 avril avec Isabelle Garot, philosophe qui a produit plusieurs livres sur le néolibéralisme. Et donc le sujet, c'est les luttes d'idées à l'âge du néolibéralisme. Nous sommes en plein cœur d'une actualité. Et donc, ça sera le 18 avril, ici même. Avant de présenter Henri Brock, je vous recommande évidemment d'éteindre vos portables. Et puis, donc, Henri Brock, ce n'est pas la première fois qu'il vient aux Amis de la Liberté, puisqu'il a fait de nombreuses conférences sur le paranormal. Un de ses derniers ouvrages, d'ailleurs, a été « Comment déjouer les pièges de l'information ». C'est un de ses derniers bouquins. Il est donc professeur émérite de physique à l'université Nice-Val-Rose. Et donc, avant de lui passer la parole, je vais la laisser à notre secrétaire général Jean Corbucci pour faire une petite déclaration. Oui, bonsoir à tous. Une information concernant la collecte que nous avons l'habitude de faire à la fin de chaque conférence. Ce soir, c'est un peu particulier. La somme que nous recueillerons sera versée à la famille de Geneviève Leguet, qui est, comme on peut dire, notre amie de la liberté. Et donc, vous savez ce qu'elle a subi samedi dernier. Voilà. Je vous remercie par avance. Et je cède la parole aux conférences. Merci. Bon, bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, on va parler, donc Louis m'a présenté en parlant de paranormal. Effectivement, c'est un petit peu la présentation classique habituelle. Mais ce soir, il n'y a absolument rien de paranormal, on va parler de physique. Hein. Donc, moi, je suis physicien, je suis prof de physique et de zététique aussi. Donc, la zététique, ça a été un petit peu, disons, centré sur l'étude des phénomènes paranormaux, la démystification scientifique des phénomènes paranormaux. Au passage, je signale pour ceux qui sont intéressés, il y a une conférence la semaine prochaine, ici même, mais à la salle en bas, sur le fakirisme. Donc à 18h30, pareil. C'est vendredi 18h30. Capacité extraordinaire, fakirisme et compagnie, faite par votre serviteur. Donc voilà pour la thématique plutôt paranormale. Mais là, ce soir, c'est un petit peu différent. En fait, on va parler de... Vous avez vu le titre un petit peu curieux. Tout simplement, c'est pour faire un petit clin d'œil à Lucrèce. Donc Lucrèce, c'est un des premiers matérialistes, disons. En tout cas, c'est le premier physicaliste. C'est vraiment lui qui commence à mettre un petit peu en ordre la nature et à dire il n'y a pas de divinité derrière, et il y a certainement des processus physiques ou philosophiques, hein, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de différence entre les deux termes. Donc le but, c'était de faire un petit clin d'œil à plus de 2000 ans d'écart, parce que je finirai sur une citation de Lucrèce aussi. Et donc Lucrèce était intéressé, dans son bouquin De Rerum Natura, donc comme le titre l'indique, il s'intéressait à la nature des choses. Donc il a essayé d'expliquer de manière globale, effectivement, un petit peu l'univers qui nous entoure. Moi, je vais juste prendre quelques petits points, et en tant que physicien, on va regarder juste quelque chose de la nature, quelques petites choses de la nature, et regarder ce qu'on peut en tirer. Le but, ça serait d'essayer de montrer qu'on peut facilement, sans calcul, sans rien, on peut déjà tirer pas mal d'informations, et on arrive à faire des choses assez intéressantes. Alors la première, il y a trois thématiques, hein. La plus grosse c'est celle-ci, la loi d'échelle. Après je parlerai, mais très rapidement, d'Archimède, et puis ensuite de tension superficielle, donc de la physique, sans équation, hein, pas de panique à bord. Donc ici on va regarder loi d'échelle. Donc vous avez une illustration de Gulliver, donc mesurée par les Lilliputiens, et vous allez voir pourquoi, on va en parler. C'est pour montrer qu'il y a un petit principe qui s'applique très très bien dans la vie de tous les jours et qui permet de comprendre pas mal de choses. Donc, pour expliquer le principe, je suis obligé de faire une petite démonstration en quelque sorte. Hein. Donc, on démarre par un cube. Vous avez un petit cube, peu importe sa taille, on va dire que le côté, l'arête, c'est petit a. Hein, peu importe la valeur, 1 cm, 10, 12, 3,24, peu importe. Je prends ce petit cube et je décide de le grossir, on le dilate. D'accord? On le dilate par un facteur quelconque. Ici, j'ai pris un facteur 3.
Donc je prends le petit cube de départ, ici, et je le grossis. Donc son arête qui était petit a est devenu 3a. Pareil ici, évidemment, parce que j'ai dilaté le cube dans toutes ses dimensions. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est qui gère ce type de transformation. Alors évidemment, sur le cube, ça paraît évident, mais vous allez voir que rien qu'avec le cube, on va pouvoir tirer pas mal d'informations. On va essayer de voir quelles sont les règles qui en fait permettent de comprendre comment ça fonctionne. Alors le cube de départ, on regarde, sa longueur c'était petit a, le côté, quoi, elle arrête. La surface, donc un côté que multiplie un côté, donc A2, A que multiplie A, et son volume, tout simplement, A au cube, A que multiplie A que multiplie A, le volume du petit d du petit cube de départ. Bon, la masse, si on connaît la masse volumique, donc peu importe le paramètre que c'est, la masse est directement reliée au volume. Donc quand on connaît le volume, on peut connaître la masse si on connaît la masse volumique. Maintenant, on regarde le cube transformé, c'est-à-dire le cube dont l'arête est devenue 3A. Qu'est-ce qu'il a de particulier? On regarde un petit peu comment il est construit, comment il s'est construit, puisque j'ai multiplié par 3. Donc ici, vous regardez la longueur, ben, par définition, c'est 3 fois la longueur de départ. Une surface, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 3 fois 3, 9, d'accord? C'est la surface, pareil si je multiplie par 6, pour avoir la surface totale. Hein. Et puis le volume, c'est tout simplement 27 fois le volume de départ. Donc, on regarde un petit peu, on s'aperçoit qu'on prend le cube de départ, on multiplie l'arête par 3, et on s'aperçoit que la surface d'une face, ou la surface totale du cube, est multipliée par 9, c'est-à-dire le carré de 3, 3 qui multiplie 3, et on s'aperçoit que le volume est multiplié par 3 au cube, le facteur multiplicatif mis au cube, multiplié 2 fois par lui-même. Donc là, j'ai pris 3, mais on peut prendre absolument n'importe quel nombre. Donc ici, je fais une petite synthèse, on multiplie l'arête par 3, ça veut dire surface multipliée par 9, c'est-à-dire masse multipliée, volume, donc masse, hein, multipliée par 27, 3 au cube. D'accord? Donc on retient 3, 3 au carré, 3 au cube. Ce que j'ai fait pour 3, je ne vais pas le répéter pour 4, pour 5, pour 6, etc. On peut faire ce qui s'appelle un raisonnement par récurrence, et c'est valable pour n'importe quelle valeur. D'accord? Donc, quelle que soit la valeur, au lieu de dilater 3 fois le cube, j'aurais pu le dilater 10 fois, puis j'aurais fait 10 que multiplie 10, 10 que multiplie 10 que multiplie 10. Ça aurait marché de la même manière. Et ce que j'ai fait pour un cube, je peux le faire, ben, évidemment, pour 2 cubes, pour 3 cubes, pour 4 cubes. Je ne suis pas obligé de laisser les cubes séparés. On peut même assembler les cubes. Donc, vous prenez des cubes, vous les mettez comme ça ne change rien. Vous faites les transformations, vous avez exactement la même règle qui s'applique. Donc, quel que soit le nombre qu'on prend, le facteur multiplicatif, et quel que soit le nombre de cubes qu'on assemble ou qu'on n'assemble pas, on peut les mettre séparés. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme une forme, quelle qu'elle soit, je peux toujours la représenter par une somme de cubes. Il suffit de les prendre suffisamment petits. D'accord? N'importe quelle forme. Par exemple, ici, les 2 formes que vous avez, ce sont des petits cubes. Pas vraiment des cubes, hein. Là, si on pinaille un peu, puisqu'ils sont faits comment? Ils sont faits avec des Legos. Donc le tigre ou l'éléphant, des petits Legos. Donc ça vous montre que quand on a des éléments suffisamment petits, avec des cubes, des tout petits cubes, je peux faire n'importe quelle forme de l'univers. Peu importe la forme à laquelle vous pensez, on peut toujours la dessiner en quelque sorte, la construire avec des petits cubes. Donc la règle qui était vraie pour un cube, qui est vraie pour 2, pour 3, etc., elle est vraie pour toute forme. Elle est vraie pour n'importe quel objet, finalement, dans l'univers qui nous entoure. Ok? Donc ça veut dire que maintenant, on a une règle générale, à savoir que quand je multiplie les longueurs d'un objet par une valeur, n, quelconque, eh bien la surface, n'importe quelle surface de cet objet, d'accord, est multipliée par le facteur n au carré, n que multiplie n, et le volume, donc la masse, hein, en multipliant par la masse volumique, est multiplié par le cube de cette valeur. D'accord? Ça veut dire quel que soit l'objet que je prends, quelle que soit la considération que je fais, on aura cette petite règle que je vais faire revenir plusieurs fois dans les diapos qui suivent. Hein. Quand on a les longueurs qui sont transformées en n, l, alors ça peut être inférieur, hein, je ne suis pas obligé d'allonger, je peux contracter aussi, c'est pareil, on multiplie par un facteur qui est 1 sur quelque chose, hein, donc on divise en réalité, c'est pareil. Hein. Donc nl, alors la surface c'est n2s, et la masse c'est n3m. Tout le monde est d'accord là-dessus, ça va à peu près? Ok, donc on retient cette petite recette, et maintenant on va regarder la fécondité de cette petite loi qui paraît très très simple, mais de voir comment on peut l'appliquer finalement en regardant un petit peu ce qui nous entoure. Alors on va
Rien à voir avec le paranormal, je prends ça parce que je suis un fan d'archéo et tout, d'archéologie. Hein. Mais donc on prend les statues de l'île de Pâques et on regarde à quoi elle nous sert cette petite loi. Eh bien, elle nous sert à pas trop nous fatiguer. Quand on regarde un petit peu les statues, là je vous en ai mis que quelques-unes, la plus grande qui ait jamais été dressée sur un AU, l'AU c'est les soubassements de temples sur lesquels les statues étaient dressées, c'est Paro, elle s'appelle Paro, elle est ici. Donc je vous ai mis les valeurs, hein, à peu près 10 mètres de haut, rien que la tête 3,80 m, 3 mètres de largeur aux épaules, le pukao c'est le chapeau, enfin chapeau ou chignon, on ne sait pas trop, qui est sur la tête à peu près de 1,70 m. Alors on aimerait bien prendre cette statue, la mettre sur une balance et savoir combien elle pèse. Okay, sauf que c'est évidemment pas facile à faire. Avec la petite loi qu'on connaît, on va pouvoir le faire sans trop de problèmes. On regarde un peu la situation et puis par haut, on nous dit que c'est 6 fois la taille d'un homme. Ok, nous, la règle qu'on connaît, si la longueur est multipliée par n, la surface par n2, la masse par n3. Je vous le redirai encore souvent, hein, c'est notre règle de base. Ici, on nous dit 6 fois la taille d'un homme. Ouais, ok, sauf que la statue, c'est pas vraiment un homme. C'est un homme, mais un peu coupé. D'accord? Donc, il faut comparer à un homme-tronc. Si on regarde par rapport à un homme-tronc, c'est 12 fois un homme-tronc. Un demi-homme, si vous voulez, hein, ça change pas grand-chose. La statue, elle est là, c'est comme la personne coupée ici. Un peu sous le nombril. Ok? Donc, maintenant, on se dit, ok, cette statue, en taille, elle est à peu près homothétique, ça veut dire elle a à peu près le même aspect global qu'un être humain, d'accord? Elle est 12 fois plus grande que l'homme-tronc auquel on pourrait la comparer. Si elle est 12 fois plus grande, ça veut dire que la surface de cette statue, c'est 12 au carré, et son volume, donc sa masse, c'est au cube. Donc on regarde, et on se dit, ben, pas de problème, si cette statue, elle fait 12 fois l'homme-tronc, ça veut dire que son volume, c'est 12 au cube, donc 12 que multiplie 12 que multiplie 12, 1728. Donc cette statue est 1728 fois plus volumineuse que l'homme-tronc. Ok? Alors maintenant, ça nous donne le volume de la statue. C'est pas compliqué. On connaît le volume de la statue si on connaît le volume de l'homme-tronc. Pour connaître le volume de l'homme-tronc, c'est pas compliqué. Pas la peine de prendre quelqu'un de le couper en deux. Hein. On prend un tonneau, on met de l'eau dedans, ou une grande baignoire, on plonge une personne complètement, on regarde combien ça monte, puis après on lui fait plonger que les jambes et on enlève le volume des jambes et on a obtenu le volume tronc. Hein, je veux dire, c'est 2 tiers, hein, grosso modo 2 tiers de volume humain. C'est facile à faire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on a le volume, on n'a pas la masse. Donc maintenant, il faudrait faire de savants calculs pour connaître la masse volumique du tube volcanique. Alors là, c'est vrai que ça serait un peu compliqué, mais on va réfléchir un petit peu, puis on se dit, bon, finalement, c'est extrait d'un volcan, c'est du tuf, comme de la pierre ponce. Grosso modo, la pierre ponce, elle flotte à peu près, elle coule, parce que y a l'eau qui rentre dans les pores, hein, et c'est pas perméable. C'est pas imperméable, pardon, donc ça passe. Mais grosso modo, on n'est pas loin d'être à la masse volumique de l'eau, elle flotte presque. D'accord? Vous avez remarqué que nous, quand on plonge dans l'eau, à moins de boire une grosse tasse, on ne coule pas tout de suite. Donc on flotte aussi à peu près, en principe. D'accord? Donc on n'est pas loin de flotter, la pierre ponce n'est pas loin de flotter, ça veut dire que ça a la même masse volumique. Peu importe laquelle, on n'a pas besoin de la connaître, c'est la même. D'accord? Donc ça veut dire, la masse volumique de la statue, c'est à peu près la masse volumique de l'eau, qui est à peu près la masse volumique de l'homme. Donc ce qu'on a, la relation qu'on a sur le volume, eh bien on a la même relation, finalement, sur la masse. Donc ben, à ce moment-là, c'est pas compliqué, on connaît la masse de la statue, puisque c'est 1728 fois la masse d'un homme-tronc. Un homme-tronc, on prend un homme moyen, 70 kg, 2 tiers, on multiplie, 80 000 et des poussières, que j'ai arrondi en mettant 80 tonnes. Donc on a automatiquement, sans se compliquer la vie, on sait que cette statue est faite de l'ordre de 80 tonnes. Ça veut dire que les anciens Pascuans, les habitants de l'île de Pâques, étaient capables de mettre en place une statue de 80 tonnes, ce qui n'est pas rien, hein. Mais ce qui est quand même assez remarquable quand on pense qu'en Égypte, il est passé des reportages tout récemment là, sur les pyramides d'Égypte, qui faisaient tout un flanc, c'était extraordinaire, les trucs qu'ils avaient fait et tout. Et la masse moyenne des pierres de Khéops, c'est entre 2 et 3 tonnes. Là, on est à 80 tonnes. Donc, bon, c'est pas le même nombre, hein. Il y a 2 millions de blocs dans Khéops. Ici, il y en a 600 hein, qui ont été répartis, et pas tous de cette taille en plus. Mais c'est pour dire, hein, c'est que là, il n'y a rien de mystérieux, on sait comment il est promené, il les a amenés, etc. Il est sculpté. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas le but de ce soir. Donc c'était pour vous montrer l'utilité, finalement, de cette petite règle. Alors maintenant, on va s'intéresser, au lieu de regarder les grosses statues, on va regarder un peu des êtres vivants. Alors, on prend un bonhomme qui rétrécit. Donc là, on est en 57.
C'est le film, l'homme qui rétrécit, le pauvre, il lui arrive des tas d'histoires. Bon, il est contaminé radioactivement, etc. Et du coup, il rétrécit, il devient très très petit. Vous voyez ici la taille, hein, par rapport au piège à souris, là, et par rapport à la boîte d'allumettes en haut. Donc, grosso modo, ici, il a rétréci jusqu'à un facteur 80. Il est 80 fois plus petit qu'un être humain, ou un peu plus, hein, parce qu'il diminue encore à la fin. Et là, il arrive à peu près, tel que je montre sur les photos, il a une taille de l'ordre de 2 cm. Alors après, un que vous devez bien connaître. C'était un samedi sans histoire. Zalinski, mettez les pouces, on est samedi. Le professeur Wayne Zalinski travaillait d'arrache-pied à sa nouvelle invention. Le truc marche, il révolutionnera le monde autant que la découverte de l'électricité. Ça ne marchait pas tout à fait. Est-ce que ta machine fonctionne? Prends un petit réglage, ça ira. Puis quelque chose d'inattendu se passa. Ce sont les enfants? La dernière fois que je les ai vus, c'était ce matin. Les enfants rétrécirent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle marche. Diane, j'ai quelque chose de très important à te dire. Est-ce que je dois comprendre ce que je comprends? La machine fonctionne? Les enfants le savent? Ben oui, les enfants le savent. Mais c'est super! Pas autant que tu crois. Pourquoi? J'ai rétréci les enfants et les enfants des Thompson aussi. Ils font 6 mm et je les ai balancés avec les ordures. Quoi? Donc c'était juste pour faire l'introduction, donc réduit à une taille de 6 mm. Bon, évidemment, il leur arrive plein d'aventures et tout, le film est assez sympathique, hein, mais là on a un rapport par rapport à la taille humaine, notre taille, disons, de 280, ce qui est vraiment énorme. Donc on va regarder un petit peu, finalement, ça nous fait pénétrer dans un monde un peu particulier, c'est le monde des Lilliputiens. Ok ? Alors les Lilliputiens, c'est quoi? Ben, c'est les habitants d'une île un petit peu particulière, hein. Cette île dans l'océan Indien, donc c'est un conte, hein, c'est un conte philosophique de Swift. Donc une île habitée par des habitants un petit peu particuliers qui sont très petits. Et Gulliver, qui fait donc un voyage, fait naufrage, et il se retrouve, suite au naufrage, sur une plage où il est attaché, quand il se réveille, hein, il est attaché par des petits bonhommes qui sont vêtus, chevaux, etc., vêtus comme lui, etc., les mêmes armes, donc la même structure de société, d'accord, la même structure hiérarchique, la même structure économique et tout, autant qu'il peut en juger là, mais après il va vraiment se balader, être accepté par le roi et tout. Donc finalement, les Lilliputiens, ils sont comme nous, c'est nous, mais en plus petit. Alors la taille que donne Swift, eh bien, il nous dit, ils font 6 pouces maximum de haut, donc de l'ordre de 15 cm, ça veut dire on a un rapport 12. Donc vous voyez, c'est déjà un rapport plus sympa que les 280 qu'on vient de voir avec Chéri, j'ai rétréci les gosses. Hein. Donc je prends un cas qui est un cas, pas le cas le plus outré. Hein. Vous allez voir ce que ça donne. Donc a fortiori pour les cas où c'est encore plus petit. Donc là on prend un Lilliputien, 12 fois plus petit que nous. Ok. On se rappelle qu'on a à notre disposition une règle qui nous dit que quand on multiplie par n, la surface est multipliée par et le volume par... Voilà, très bien, tout le monde est d'accord là-dessus. Eh bien, on va simplement appliquer ça. Le Lilliputien, il est 12 fois plus petit que nous. Tout le monde est d'accord? 12 fois plus petit que nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa surface, peu importe laquelle, la surface de sa main, de ses pieds, sa surface totale, la surface totale est 12 fois plus petite que la nôtre. D'accord? Donc, il a une surface, par exemple, surface de peau, 144 fois plus petite qu'un être humain. Maintenant, je regarde son volume. Son volume, donc sa masse, donc son poids, peu importe. Hein. Son volume, c'est 12 que multiplie 12 que multiplie 12, donc 1728 fois plus petit que nous. D'accord? Maintenant, je regarde qu'est-ce que ça donne pour son rapport surface de peau par rapport à sa masse. Je fais tout simplement, j'essaie de chiffrer quelle est la surface du Lilliputien, sa surface de peau, et je divise par la masse de son corps. Ok, je connais ni sa surface ni sa masse. Par contre, je sais qu'il est 12 fois plus petit que nous. Donc sa surface est 144 fois plus petite que la nôtre. Et je sais que sa masse est 1728 fois plus petite que la nôtre. Donc j'écris ça, tout simplement. Je compare par rapport surface de peau de l'homme et masse corporelle de l'homme. 144 fois plus petit, 1728 fois plus petit. Évidemment, ça se simplifie. Et ça nous donne que la surface de peau du Lilliputien divisée par sa masse est 12 fois plus grande que l'équivalent pour nous, surface divisée par masse. Le Lilliputien a un rapport surface de peau divisé par sa masse 12 fois plus important que nous. D'accord? Alors maintenant, on se dit, ok, ben ça pose quand même un petit problème. Pourquoi? Parce que les échanges thermiques essentiels, on les a par la peau. D'accord? Un petit peu par les poumons, un truc comme ça, mais c'est pas grand-chose, c'est un epsilon, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va échanger thermiquement avec l'environnement,
eh bien 12 fois plus que ce qu'un humain échange. Alors quand on perd de la chaleur, il faut bien qu'on la récupère quelque part, l'énergie, et c'est en mangeant. Donc évidemment, quand on va manger, nous on va faire grosso modo 3 repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner, et le Lilliputien, il faut qu'il mange 12 fois plus. 12 fois plus en quantité, par rapport à lui, en proportion bien sûr, d'accord? Puisqu'il perd 12 fois plus de chaleur. Moralité, il ne peut pas faire 3 repas, il doit en faire 36. Ou alors il faut des repas, il commence le matin, il ne s'arrête pas, quoi. Donc il fait que ça, quoi. Il mange toute la journée, la nuit aussi, parce que sinon il ne s'en sort pas. Donc il ne peut pas avoir la même économie, il ne peut pas y avoir le même nombre de vaches dans les prés, il en faut 12 fois plus pour avoir les steaks qu'il faut, d'accord? Il ne peut pas avoir la même structure économique, la même structure sociale, c'est une impossibilité physique, ok? Donc on voit déjà qu'on peut tirer des règles. Alors, on va regarder un petit peu maintenant, parce que bon, on s'est dit, les Lilliputiens, c'est ok, d'accord, ça ne marche pas pour les Lilliputiens. Et peut-être pour ceux qui sont un peu plus grands, ça marche. Alors on va prendre les géants. Donc on avait l'homme ordinaire, et puis Goliath, le géant suisse, géant de Mauritanie, et puis vraiment l'extraordinaire. Alors là, je vous ai mis, vous avez vu, c'est passé assez vite, mais j'ai mis quelques photos, c'est tout des fakes, comme on dit maintenant, hein. Donc c'est des photos trafiquées, quoi, avec Photoshop et d'autres, mais c'est assez joli, ça présente pas mal. Donc c'est pour montrer qu'on avait des ancêtres qui étaient vraiment des géants et tout, puis on est devenus des nains par rapport à ces géants, quoi, finalement. Donc là, on regarde un petit peu, les tailles qu'on nous présente, ça va grosso modo de 5 mètres à 32 mètres, donc ça veut dire on a des rapports de taille, hein, de grosso modo 3 fois à 19 fois. C'est à la louche, grosso modo, c'est pour regarder un petit peu l'ordre de grandeur. Eh bien, on va regarder ce que ça suppose. Alors pareil, je vous fais une petite présentation, un peu comme tout à l'heure, hein, pour mettre dans l'ambiance, pour montrer que le cinéma a utilisé ça. Donc ici, on a l'attaque de la femme de 50 pieds, et puis un petit remake qui a eu lieu en 93. Donc taille 15 mètres, ce qui n'est pas tout à fait respecté sur les affiches, hein, vous remarquez. Hein. Et un rapport 9 par rapport à la taille humaine normale. Et là, je voulais vous le présenter parce que je trouve vraiment joli, donc on va le... C'est pas très long, mais c'est assez joli. Un souffle puissant, régulier. Le souffle d'un dormeur qui exhale dans une vapeur poudrée tous les rêves d'enfance pêchés dans les livres d'images. Gulliver existait, et on ne le savait pas. Il est tombé du ciel une nuit sur une place du Havre. Alors, les hommes l'ont ligoté pour ne pas qu'il s'en aille. Et puis, le matin, ils l'ont réveillé pour le promener dans la ville. Pour promener le colosse, une armée de Lilliputiens s'échine autour de lui comme sur un vaisseau. Égare aux maladresses, le géant chose du 2 mètres et pèse 2 tonnes. Mais notre homme venu des nuages est d'un naturel paisible, et son œil mélancolique séduit tous ceux qui le croisent. Bains de pieds et toilettes en tout genre, la troupe du Royal de Luxe le bichonne, son géant. Pourtant, un visiteur comme celui-là, si gigantesque soit-il, risque toujours de s'évanouir. On nous a soufflé qu'il romprait ses chaînes à la fin de la semaine pour retourner dans les nuages. Mais les Lilliputiens du Havre, eux, garderont longtemps au creux de leurs rêves l'empreinte d'un géant. Voilà, c'est vraiment un géant magnifique. Bon, cette troupe en a fait d'autres. Hein. Ils ont fait le scaphandrier, ils ont fait la grand-mère, etc. C'est magnifique. 9 mètres de haut, articulé. C'est vraiment magnifique. Donc le but, c'était d'introduire les Brodignagiens. Les Brodignagiens, ben, c'est Gulliver qui a continué ses péripéties. Quand il a quitté donc, les Lilliputiens, ben, il est tombé sur une presqu'île. Cette fois-ci, c'est pas une île, c'est une presqu'île. Et il a rencontré donc les Brodignagiens. Les Brodignagiens, c'est les habitants donc, de cette presqu'île, donc située en Amérique du Nord, et qui ont une particularité, c'est qu'ils sont grands, mais grands, quoi. Hein. C'est-à-dire ils font 12 fois la taille humaine. C'est-à-dire c'est le symétrique des Lilliputiens, évidemment, c'est un conte philosophique, hein, donc il veut montrer qu'on est entre les deux extrêmes. Hein. Donc ici, pour les géants de Brodignac, donc vous voyez ici le roi qui est en train de regarder Gulliver qui est en train de faire du bateau, vous voyez, une grande baignoire, disons, puis ils lui ont mis un petit un jouet, quoi. Et Gulliver est ici dessus, et bon, la cour est en train de regarder leur, je sais pas comment dire, leur petit jouet, entre guillemets, quoi. Donc, toujours pareil, morphologie identique à la nôtre, structure sociale, économique, décrite comme étant identique.
Et donc Gulliver, que vous voyez ici mis sur la table, et puis les Brobdingnagiens le regardent, il est 12 fois, les Brobdingnagiens sont 12 fois plus grands que lui. Donc ok, a priori, pas de problème, sauf que si on regarde un petit peu, on fait le même raisonnement, on va se dire, on n'oublie pas que, on connaît toujours bien la règle n, n2, n3, hein, n au carré, n cube, on se rappelle de cette règle super, et on se dit, le géant, donc le Brobdingnagien, il est 12 fois plus grand que nous. Ok. Donc ça veut dire que la surface, n'importe quelle surface, par exemple la surface de ses pieds, c'est 144 fois la nôtre. D'accord? Ça veut dire que, j'ai mis aussi la surface, la section des os, c'est quand on coupe perpendiculairement comme ceci. Hein, donc c'est la surface, grosso modo, si l'os il était rond, on va regarder le diamètre qu'on a, on calcule la surface d'un cercle, c'est ça la section. C'est la surface coupée perpendiculairement. La surface de ces os, pareil, est 144 fois la nôtre. Mais évidemment, son volume, comme il est 12 fois plus grand que nous, son volume c'est 12 que multiplie 12 que multiplie 12. Donc le volume du Brobdingnagien, je veux dire du géant, ça sera plus facile, le volume du géant c'est 1728 fois le nôtre. Ok? Alors, eh bien, on se pose la question, on va regarder un petit peu, on va faire comme tout à l'heure, on va faire un rapport, mais pas le même, cette fois-ci, on fait la force divisé par la surface, c'est-à-dire la pression, on calcule la pression. Vous avez le géant, il se met sur un pied, on peut calculer sur les deux, ça ne change rien, on n'est pas un facteur près, et on regarde quelle est la force qu'il exerce sur le sol. Bien, c'est le poids, c'est son poids, dirigé vers le bas, divisé par la surface de son pied. Ok. Son poids, c'est quoi? C'est 1728 fois le nôtre. Et la surface de son pied, c'est 144 fois la surface de notre pied. Donc quand moi je fais ça, je me mets sur un pied, j'exerce une certaine pression au sol. Mais quand le géant il fait ça, il exerce une pression sur le sol qui est 1728 divisé par 144, qui est 12 fois plus grande, d'accord, que la nôtre. Donc là ça va, s'il est ici, je suppose qu'en dessous il y a à peu près du béton, la dalle doit être bien faite et tout, donc il n'y a pas trop de problème. Si par contre il est dans une estrade à la fac de sciences et des estrades en bois, un truc comme ça commence déjà un petit peu à poser des problèmes. Sans compter que quand il va faire ça, comme ça, il va se mettre sur une jambe, ben ça risque fort de casser. Pourquoi? Parce que l'os, qui en surface est 144 fois section plus grand que nous, subit une force qui est 1728 fois la force que nous on subit. Donc ça veut dire son os subit une pression 12 fois plus grande. Donc la probabilité qu'il y ait un nombre d'éclopés important chez les géants, elle est énorme. D'accord? Donc ça veut dire nécessairement qu'à ce moment-là, il y a un problème. Parce que, par exemple, ben évidemment, pas de talons aiguilles pour les géantes. C'est pas possible. Sinon, elles vont traverser carrément, pas du béton, mais elles vont traverser une majorité de supports. Donc, il faut faire attention à ça. Quand on prend les géants dans un rapport 12 ou plus grand, ou même un poil plus petit, ça ne change pas grand-chose. La pression qui va être exercée en particulier sur des organes du corps, eh bien, va devenir tellement importante que c'est strictement impossible qu'une telle société existe. Donc aussi bien pour les Lilliputiens que pour les Brobdingnagiens, on ne peut pas avoir une structure comme ça. On ne peut pas avoir déjà quelqu'un morphologiquement identique à nous, de cette petitesse ou de cette grandeur, d'accord? Et on ne peut pas avoir un type de société tel qu'il est décrit exactement, la société Swift 18e. Quoi. Donc pour montrer un petit peu, bon là, j'ai utilisé le compte de Swift parce que ça permet de bien montrer comment ça peut fonctionner. On va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'on peut tirer comme autre information. On va regarder la vie en grand. Alors, si je prends taille et patte d'un animal, prenez un animal, voilà, celui que vous voyez là-haut, grosso modo, ce que vous voulez. Moi, je dis un chien et un éléphant. On met les défenses, on les met pas comme vous voulez, mais grosso modo, c'est à peu près la même forme, quoi. Hein. Il y a un corps, il y a une tête, il y a des oreilles, il y a 4 pattes, etc. Donc, le poids d'un animal, il est proportionnel à son volume. D'accord? Proportionnel, peu importe le facteur de proportionnalité. Donc, le poids de l'animal, il est proportionnel à sa taille au cube. La taille, j'ai pris au garrot, mais peu importe, hein, on prend une grandeur caractéristique, on la met au cube, et le volume, donc le poids, donc la masse, donc le poids, est proportionnel au cube. Si on regarde maintenant la surface d'une patte, la surface d'une patte, elle est proportionnelle au carré du diamètre, ou au carré du rayon, ça ne change rien, hein, on n'est pas un facteur pi près, quoi, pi R2, pi D2 sur 4, peu importe, d'accord? La surface d'une patte, ou la surface des 4 pattes, ça ne change rien, est proportionnelle au carré du diamètre. D'accord? Ça, c'est vrai pour tout animal qui a à peu près cette allure-là. Donc maintenant,
on se dit, bon, ok, on regarde la pression que cet animal exerce sur le sol. Ben, la pression, on l'a vu tout à l'heure, c'est la force que divise la surface. La force, on vient de le dire, proportionnelle à L3, son volume, sa taille au cube, donc son volume, et on divise par le carré du diamètre des pattes, ou du rayon des pattes, ça changerait, c'est pareil. Pression, c'est L3 sur D2. Maintenant, je prends les deux animaux dont je vous parlais, l'éléphant et le chien, on peut en prendre d'autres, hein. Moi j'ai pris ça comme exemple. On va prendre un chien, 60 cm, 70 cm, un éléphant, 6 x 4, 24, 4 x 7, 28, 2,50, 2,80, 2,40, ça fait déjà un bel éléphant, hein, d'accord? Donc on a un rapport 4 de taille entre le chien et l'éléphant. Tout le monde est à peu près d'accord? On n'est pas à quelques virgules près, hein. Donc, la taille de l'éléphant, c'est 4 fois la taille du chien. Mais c'est vraiment ça, hein. Si vous regardez un chien, eh bien l'éléphant, il est 4 fois plus haut, hein. C'est pas... Même si on parle de mammouth, ils n'étaient pas si gros, ils étaient plus petits que des éléphants, donc même ça, ça ne surprendrait pas. Donc, taille de l'éléphant, 4 fois la taille du chien. Ok. L'éléphant et le chien, ils courent grosso modo sur les mêmes terrains. Vous n'en avez pas un qui se balade sur les sables mouvants et l'autre, il lui faut du béton armé, hein, d'accord? Ils se baladent sur les mêmes terrains, ça veut dire que grosso modo, la pression que leurs pattes exercent au sol est à peu près la même. Vous n'en avez pas un qui s'enfonce brutalement et l'autre non, hein? Donc grosso modo, la pression est la même. La pression, on a vu que c'était L3D2. L3D2, pour l'éléphant, ça c'est la pression que les pattes de l'éléphant exercent au sol, et ça c'est la pression que les pattes du chien exercent au sol. D'accord? C'est à peu près la même, puisqu'ils courent sur les mêmes terrains. Mais maintenant, je sais que la taille de l'éléphant, c'est 4 fois la taille du chien. Donc au lieu ici de laisser L3 de l'éléphant, je vais remplacer par 4L du chien au cube, hein, en le mettant au cube. Donc je remplace, ça fait 4 x 4, 16, 4 x 16, 64, donc ici 64, L3 du chien. Vous avez L3 du chien, L3 du chien, donc on peut faire ce qui s'appelle supprimer, on supprime des deux côtés, on simplifie, d'accord? Et du coup on a la relation entre les diamètres. On s'aperçoit que le diamètre au carré de l'éléphant, c'est 64 fois le diamètre au carré du chien, 8 fois 8, 64. Ça veut dire que le diamètre des pattes de l'éléphant est 8 fois le diamètre des pattes du chien. Or, vous avez vu, on est parti de la taille de l'éléphant, c'est 4 fois la taille du chien. On vient de démontrer hein, sans se compliquer la vie, que la taille des pattes ne peut pas être identique, proportionnelle. Dans ce cas-là, faisant les petites simplifications tranquilles de pression, c'est 8 fois. Donc ça veut dire que les êtres vivants, disons de grande taille, ont nécessairement des surfaces, parce que ça va jouer pour les os évidemment ici, plus importantes. Ils sont nécessairement plus trapus, plus massifs. D'accord? Tout simplement parce que la pression s'augmente vite par rapport au volume. Ok? Donc on a une petite loi en quelque sorte. On sait maintenant, sans faire de la biologie ou quoi que ce soit, eh bien que nécessairement les os des êtres de grande taille doivent être plus costauds, plus trapus, pour pouvoir résister à la pression. Et on sait donc que le squelette des grands animaux va occuper, s'ils sont à peu près comme nous, va occuper une place beaucoup plus importante que nous en proportion. D'accord? Alors je vous le montre juste sur un exemple. On va comparer fémur humain et fémur de dinosaure. Comme ça, là, ça fait une bonne échelle. Hein? D'accord? Donc le fémur humain, vous l'avez ici. Ok? Et voici un fémur de dinosaure, un vrai. Hein? Donc vous voyez le chercheur qui est à côté, ça vous donne la taille du fémur. Hein? Assez impressionnant quand même. Donc maintenant, je prends le fémur humain, je compare au fémur de dinosaure, leurs longueurs sont dans un facteur 7. D'accord? Donc je mets le fémur humain à la même échelle. Et quand on le met à la même échelle, on voit, là il n'y a pas besoin d'être grand sorcier, hein, on voit bien que ça n'a pas du tout les mêmes proportions. Ok? Et ce qui est intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on regarde ici le diamètre, on regarde par rapport à ici, on a un rapport qui est à peu près de l'ordre de 2,6. On le voit tout simplement sur le dessin. 2,6 au carré, ça fait 7. Ça fait exactement ça. C'est-à-dire, même sans calcul, on arrive vraiment au bon résultat. Pour pouvoir résister à la pression qui est exercée par la masse de chair du dinosaure, il faut nécessairement que son os, le fémur en ce cas-là, soit beaucoup plus trapu. Et dans quel rapport? Dans un rapport 7 en surface. Donc ça veut dire 2,6 en diamètre. C'est le rapport qu'on a ici, en mettant le fémur humain et le fémur de dinosaure à la même échelle. Donc c'est intéressant, parce qu'on arrive donc
a montré qu'on peut, à partir d'un os, savoir quelle est la masse, quel est le volume, donc quelle est la masse, quel est le poids qui était soutenu. Là, en parlant pour des êtres vivants terrestres. Hein. Après, si on est dans la mer, c'est différent. Il faut tenir compte, effectivement, de ce dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on arrive à faire avec simplement cette petite loi. Et puis, bon, là, on avait des grands animaux. Maintenant, on va partir un petit peu dans l'autre sens. On va regarder une petite puce, on va regarder une cellule et on va regarder carrément une molécule. Alors bon, bientôt on va fêter 69, donc 50 ans, les 50 ans de Armstrong depuis sur la Lune, donc j'ai fait un petit clin d'œil. Mais on ne va pas s'occuper d'Armstrong ou de pas sur la Lune, on va regarder une puce. Alors une puce, c'est pas bien gros. Celle-là, elle est déjà bien grossie. Hein. Ok? Et une puce, c'est réputé pour être vraiment, ça pourrait se mettre dans un cirque, parce que ça saute 200 fois sa propre hauteur. 200 fois, c'est absolument incroyable. Alors la revendication qu'on voit souvent, c'est même dans certains écrits où on dit quand même c'est vraiment balèze, c'est une puce est beaucoup plus forte qu'un homme. Ok, tel que c'est dit comme ça, c'est un peu curieux. Alors pour pouvoir comparer, il faut comparer ce qui est comparable par définition. Donc pour pouvoir comparer, on va prendre cette puce et puis on va créer une puce homothétique, ça veut dire la même mais plus grosse. Je vais la mettre à taille humaine, d'accord? Pour la mettre à taille humaine, là elle faisait 1 mm, je vais en créer une de 1 mètre. Il y avait Biomen, Biowoman, maintenant il y a Biopuce. Biopuce, c'est la même, mais 1000 fois plus grande. D'accord? Et maintenant, ok. Donc là, on est à la même échelle que nous. Nous, on est de l'ordre de l'échelle du mètre. 1 mètre, 2 mètres, ça ne change rien, hein, c'est la même échelle. Ok. Donc on regarde un petit peu et on se dit, cette puce, elle a été agrandie 1000 fois. Elle faisait 1 mm, on est passé à 1 mètre. Donc il y a un facteur 1000. Si on a mis un facteur 1000 sur la taille, ça veut dire que son volume, c'est combien? 1000 que multiplie 1000 que multiplie 1000. 1 milliard, ok? Donc ça veut dire que son volume, donc sa masse, donc son poids, c'est 1 milliard de fois celui de la petite puce. Ok? Et maintenant on se dit, les biceps de la puce, comment ça fonctionne les biceps? Bien, les biceps, la puissance d'un muscle, elle est proportionnelle à sa section droite. Tout simplement pourquoi? C'est le nombre de câbles, de fibres de protéines, hein, le nombre de câbles qu'on peut faire passer par unité de surface. C'est ça qui définit la puissance d'un muscle. Donc on regarde un petit peu et on se dit, ok, la petite puce, elle est 1000 fois plus grande, elle a un volume 1 milliard de fois celui de la petite puce, et sa puissance musculaire est nécessairement proportionnelle à la section de son biceps, si on peut dire. D'accord? Mais la section, c'est une surface. Comme c'est une surface, elle est 1000 que multiplie 1000, c'est-à-dire 1 million de fois plus grande que la surface de la section du biceps de la puce d'origine. 1 million de fois plus puissant, mais 1 milliard de fois plus lourd. Ok? Moralité, ça veut dire que la puce mise à notre échelle, elle est 1000 fois moins puissante, d'accord, que la puce d'origine. Si la puce d'origine sautait 200 fois sa hauteur, celle-là va sauter 200 divisé par 1000, elle va sauter 0,2 fois sa hauteur. Comme elle fait 1 mètre, elle va sauter 20 cm. Même moi qui ne suis pas sportif, je vous jure, 20 cm, pas de problème, je pense que je vais y arriver. Ok? Donc, peut-être. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Il faut que quand on fait une comparaison, quelle qu'elle soit, une comparaison en économie et tout, c'est pareil, ça obéit aux mêmes lois. Il ne faut pas croire, hein, quand on regarde les entreprises ou tout comme ça, c'est la même loi qu'il y a derrière. Il faut que ce soit à échelle identique. Sinon, ça veut strictement rien dire. Quand vous voyez des gars qui vous bâtissent des belles maquettes ou un truc comme ça, puis qui disent on envoie, on regarde, etc., les trucs de vent et tout, ok, c'est bien gentil, mais s'ils ne tiennent pas des rapports d'échelle qui changent vraiment, ça veut strictement rien dire. Pour qu'une comparaison elle soit valide, valable, il faut que ce soit à échelle identique. Ça, c'est vraiment important. Alors, donc là, on était à la puce, là, on descend un petit peu plus petit, on va regarder une cellule. Alors, croiser et multiplier, comme dit la Bible, alors effectivement, c'est ce que les cellules font. Et c'est basé sur quoi? Eh bien, c'est que quand vous avez une cellule, la cellule, elle est définie, je l'ai schématisé ici, vous avez une membrane qui la sépare de l'extérieur, donc vous avez un milieu qui contient, allez, disons, une usine chimique de transformation, peu importe laquelle, et puis vous avez la membrane. Comme la cellule, il faut qu'elle se nourrisse, si une cellule fait quelque chose, elle se déplace, etc., il y a tous des échanges chimiques qui se font, vous avez donc des aliments, des nutriments qui entrent, et vous avez des déchets qui sortent.
D'accord? Parce que si les déchets ne sortent pas, ça explose. Hein, je veux dire, bon, donc les nutriments rentrent, les déchets sortent. Et les nutriments, ils rentrent, ben, ils peuvent arriver même en se poussant. De toute manière, ce qui décide de leur entrée, c'est la surface, c'est la membrane. Donc l'entrée et la sortie dans une cellule, les échanges se font en fonction de la membrane, donc en fonction de la surface. Par contre, les besoins énergétiques de la cellule, quand elle grossit, ça dépend du volume. D'accord? Et le volume dépend du cube de la taille. Donc quand la cellule, elle croît, son volume augmente comme le cube de sa taille, alors que sa surface, donc les possibilités d'échange avec l'extérieur qu'elle a, ça croît comme le carré de sa taille. Donc ça croît nettement moins vite. D'accord? Si la cellule, par exemple, elle est multipliée par 10 en taille, ça veut dire que sa membrane a été multipliée par 100 en surface, mais son intérieur a été multiplié par 1000. Donc ses besoins énergétiques sont multipliés par 1000, alors que sa surface n'est multipliée que par 100. Donc la pauvre, elle n'en peut plus, elle s'asphyxie, quoi. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va arriver à un rapport critique entre la surface et le volume pour une cellule, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de cellule. Donc quand on arrive à ce rapport critique, bon, je ne détaille pas, mais en plus c'est des volumes sphériques, et les volumes sphériques, c'est les volumes qui ont le plus petit rapport de surface par rapport au volume possible. Je vous le montrerai après quand on parlera de tension superficielle. Donc à ce stade-là, ben, il n'y a pas 50 possibilités, la croissance va s'arrêter, donc les dimensions vont rester stables, donc il y a des nutriments qui rentrent, il y a des déchets qui sortent, il y a des nutriments qui rentrent, il y a des déchets qui sortent, mais elle ne fait rien, quoi. Elle reste dans un coin, elle ne bouge pas, elle ne grossit pas, elle ne se déplace pas. D'accord? Soit elle continue à faire quelque chose, la croissance continue, les déplacements continuent, et à ce moment-là, elle s'asphyxie complètement, puisqu'il n'y a pas suffisamment de nutriments qui rentrent et pas suffisamment de déchets qui sortent par rapport à ses possibilités chimiques à l'intérieur. Ou alors, la solution c'est quoi? Eh bien, il y a une solution, c'est que la cellule, elle va se diviser. Elle va se diviser, pourquoi? Parce qu'il y a des noyaux qui se baladent ou des trucs comme ça, ok, ça fait joli, mais elle va se diviser tout simplement pour que le rapport surface sur volume soit augmenté et lui permette de continuer à se nourrir et donc à grossir. Il faut qu'elle diminue pour pouvoir grossir. Le fait de grossir l'oblige à diminuer pour pouvoir grossir, qui l'oblige à diminuer pour pouvoir grossir, etc. Donc la division, en 2, en 3, en 4, peu importe, hein, c'est une nécessité physique. D'accord? Alors, c'est toujours appelé une nécessité vitale, mais c'est indépendant de tout principe vital qu'il pourrait y avoir. Il n'y a pas de principe vital ici. Hein. C'est vraiment de la physique, c'est des problèmes de tension superficielle et d'échange, quoi. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Le rapport surface sur volume, c'est vraiment un rapport important, et la surface ne croît pas assez vite. On va le voir d'ailleurs pour un autre petit problème. On descend encore en dessous de la taille de la cellule, là on arrive aux molécules. Alors, vous allez voir, petite quantité, mais vraiment un effet assez énorme. Il faut se rendre compte que souvent, quand on parle d'environnement, déchets, matières dangereuses, etc., bon, par exemple, ici, j'ai mis la dioxine de Céveso, parce que c'est un truc dont on a parlé assez souvent. C'est un produit qui, par exemple, est mis par des cimenteries ou un truc comme ça. Bon, ils ont des filtres, tout ça, ok, on peut discuter de ça, hein, mais en tout cas, elles en émettent. Et le problème que ça peut poser, on va dire, bon, ben, les émissions sur toute la France, bon, à la louche, ça va être de l'ordre de quelques grammes, peut-être. Oui, mais c'est pas ça qui compte. C'est pas la quantité, parce que les grammes, on dit, je les mets dans la poche, c'est négligeable. Peut-être. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau des molécules, ce qui est important, c'est les échanges, comment les molécules vont s'accrocher les unes aux autres. Essentiellement, l'accrochage, si on peut dire, des molécules, ce sont des fonctions électriques, ça se fait de manière électrique. Par exemple, pourquoi ces molécules-là sont un petit peu particulières, elles sont surtout enquiquinantes quoi, pour la santé, c'est parce qu'elles ont une structure plate, comme ceci, et donc vous avez des électrons délocalisés, vous avez des charges électriques qui se baladent, et ça colle très facilement. C'est exactement comme si vous avez une feuille de papier que vous frottez, ça colle plus facilement que si elle est roulée en boule, d'accord? Quand vous avez une surface plate, eh bien à ce moment-là, il y a beaucoup plus de disponibilité, ça permet de s'accrocher. Ça permet de faire ce qu'on appelle le phénomène d'adsorption. Un D, hein, pas un B. Absorption avec un B, c'est quand ça rentre à l'intérieur, et adsorption, c'est quand ça reste en surface. La quasi-totalité, en tout cas à notre échelle, des réactions, ce qu'on appelle les réactions chimiques, sont des phénomènes électriques, qui sont dus à des forces de surface, entre guillemets. Parce qu'il y a la répartition des électrons en surface, entre guillemets, hein, des atomes et donc des molécules. Ça veut dire que c'est la surface qui est le paramètre fondamental. C'est le paramètre le plus important et qui malheureusement est souvent oublié. Alors je vous donne un petit exemple. Je prends un petit dé à coudre, un dé à jouer.
masque à coudre. Mais la quantité est à peu près la même. Hein. Donc, une petite quantité, que je vais symboliser par un cube, là j'ai mis un dé hein, pour dire qu'on prend une petite quantité, peu importe le produit, vous pouvez prendre du charbon, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc je prends un petit dé, grosso modo 1 cm de côté, 6 cm² de surface totale, et je mets ça à 1 gramme, c'est pour prendre juste un exemple. Hein. Ok, donc si je prends ce petit truc comme ça, là, supposons que ce soit du charbon, je le prends, je ferme les yeux, je le jette dans la salle. Bon, c'est sûr, je ne vais pas tuer foule, quoi. Je vais peut-être choquer quelqu'un, ting, mais ça ne va pas lui faire un gros mal, on est bien d'accord? 1 gramme. Maintenant, ce même gramme, je le prends et je le mets dans un broyeur. Les broyeurs pour obtenir par exemple du clinker ou un truc comme ça, pour obtenir donc une structure fine, vraiment fine, une farine si vous voulez, quelque chose de très très fin. À ce moment-là, ça va être broyé essentiellement au niveau du nanomètre, 10-9 mètres, donc 10-7 cm. Ça veut dire que le côté ici du cube, il est broyé comme ceci, dans tous les sens, et tout écrasé. Évidemment, c'est pas fait dans l'ordre, hein, c'est un broyeur, c'est fait de manière aléatoire. Grosso modo, ici, ça va vous découper tout ça, disons 2, 3, 4, 10 millions de fois. Ça le met en tout petit bout. Donc le cube que vous avez ici, le gramme, il est représenté par les petits cubes que j'ai mis ici. Par beaucoup plus que les petits cubes que j'ai mis ici. J'en avais marre au bout d'un moment de faire le dessin, donc j'ai arrêté. Hein. Mais vous mettez ça et vous multipliez, vous multipliez, vous multipliez. Il y a plein de petits cubes. Chacun de ces petits cubes a un côté 10-7 cm. 1 nanomètre, 10-9 mètres. Okay, donc la surface d'un petit dé, comme ça, d'un petit bout, même si c'est pas vraiment des dés, si c'est biscornu, peu importe, hein, la surface, ça sera grosso modo 6, 10-14 cm². Sauf que, comme vous avez broyé votre dé de départ en tout petit dé, combien on en a? On a broyé 10 puissance 7 fois, dans chaque dimension, c'est un volume, ça fait 10 puissance 7 au cube, ça fait 10 puissance 21. On a 10 puissance 21 cubes. Alors, 10 puissance 21, c'est quoi? C'est 1 suivi de 21 zéros. Donc, je le nomme pas, parce que le chiffre, il est innommable. D'accord? Donc, 10 puissance 21 cubes. Chacun de ces cubes a une surface de 6, 10-14 cm². Donc, quelle est la surface totale? Il suffit de multiplier. Et vous multipliez 6, 10-14 par 10, 21. Ça vous fait 10 puissance 21, ça vous fait 6, 10 puissance 17. Ça veut dire 60 millions de centimètres carrés. 60 millions de 6 000 mètres carrés, si vous préférez. Un terrain de foot, quoi. 6 000 mètres carrés. Le même dé. Le même dé. Donc tout à l'heure, je le prenais, je le jette dans la salle, je vais tuer personne, à peine faire ting sur la tête d'une personne. Le même dé, la même quantité, mais cette fois-ci en poussière, d'accord? En poussière, ce qu'on appelle les poussières ultra fines, je le jette dans la salle, et là, ça va donner de gros dégâts. Surtout que le corps humain, il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour les poussières ultra fines. Hein. On a des filtres, les poils au niveau du nez, etc., dans les poumons, les bronchioles et tout, mais pas prévu pour des poussières aussi fines, les poussières ultra fines. C'est ça le problème justement de l'industrie depuis grosso modo 2 siècles, c'est ça qui pose problème. Avant, bon, Néandertal, tout ça, ils n'avaient pas trop de problèmes, et puis ça a évolué un petit peu, mais jusqu'au 17e, 18e, pas trop de problèmes non plus. Il y avait d'autres problèmes, ok, mais celui-là, il n'y était pas au point de vue environnement, parce qu'il n'y avait pas les poussières ultra fines qui passent toutes les frontières, qui passent les bronchioles et tout, quoi. Donc c'est ça le gros problème. On n'a plus de filtres, l'être humain n'a pas les filtres pour ce type les filtres physiologiques pour ce type de poussière. Donc il faut faire attention à ça, il faut bien se rendre compte que quand on va broyer quelque chose, eh bien, la surface de chaque grain, effectivement, ça va diminuer, mais ça diminue comme le carré du facteur de broyage. Par contre, la surface totale, ça va augmenter comme le nombre de grains, multiplié par leur surface à chacun, mais ça augmente comme le cube. Ça veut dire que quand on broie quelque chose, la surface augmente très très vite. D'accord? Quand on broie un corps, quel qu'il soit, la surface totale augmente beaucoup plus vite. D'accord? Donc il faut faire attention à ça parce que ça amène, disons, des complications qui sont a priori insoupçonnables quand on voit la quantité, quand on se dit, bon, ben, ça va, je prends un truc comme ça, ça va pas faire grand mal, quoi. Ben, c'est sûr, ça va faire plus de mal ça que si vous mettez une centrale nucléaire à côté. Hein. Là, vous pouvez vous la mettre, il n'y a pas de problème, quoi. Donc attention à ça, il faut regarder vraiment déjà de parler à échelle comparable, comme on l'a vu tout à l'heure, et en plus il faut bien faire attention à la manière dont le produit est diffusé ou présenté, etc. Hein, ce qui compte, c'est pas tant la quantité, bien sûr que la quantité compte, hein. Si je vous envoie 10 tonnes sur la tête, c'est pas pareil que si j'envoie 10 grammes, ça on est d'accord. Mais à la limite, peut-être que 10 grammes mis en poussière,
ça va être beaucoup plus dangereux que 10 tonnes qu'on lance comme ça, qui vont écraser, aller à la louche, une vingtaine de personnes, hein, d'accord? Donc dommage pour les vers, mais les autres n'auront rien. Tandis qu'une quantité beaucoup plus petite mise en poussière, ben, c'est tout le monde qui va y avoir droit. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Alors pour résumer un petit peu, on n'a pas fini, hein, ne vous levez pas, on en est juste au tiers de la conférence, c'est tout. Donc je regarde quelle heure il est, 49 minutes, bon ça va, j'ai encore un bon moment. Non, parce que j'ai essayé de faire pas trop long, mais l'intérêt, maintenant, je fais un petit résumé en quelque sorte, c'est de voir ce qu'on a pu finalement démontrer en regardant les Lilliputiens, et les géants aussi. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a pu démontrer finalement sans se compliquer la vie, sans faire d'études biologiques. On n'a pas fait de bio, on n'a rien fait, on a juste regardé une petite loi d'échelle, et on s'aperçoit que les espèces de petite taille ont relativement des besoins énergétiques plus importants, parce que le rapport surface de peau divisé par la masse corporelle est beaucoup plus important chez eux. Donc je vous mets juste quelques petits exemples qu'on pourrait calculer, mais c'est pas la peine. Hein. La souris, bon, ben, elle est toujours un peu agitée parce qu'il faut qu'elle mange un tiers de sa masse par jour. Hein. Donc l'éléphant, lui, il est relativement peinard, 5%, donc il est déjà un peu plus calme. Vous voyez que les réserves d'un petit animal, style souris, épuisées à peu près d'une semaine, un mammifère de 1 tonne, il peut tenir 2, 3 mois, 4 mois, après ça dépend, 1 tonne, 2 tonnes, etc. Et puis ça dépend du type de mammifère. Donc ça montre un petit peu qu'il y a des besoins qui sont différents en fonction de la taille. Ce que ça démontre aussi, sans faire de calcul, sans rien, c'est que nécessairement, à partir d'une certaine taille, nous, on mange 3 fois. Si on descend un peu les Lilliputiens, il faut qu'ils mangent 36 fois. Vous voyez que ça commence à devenir compliqué. Si on prend le colibri, il est actif toute la journée. Ben, en dessous, on n'y arrive plus, quoi. Sous le colibri ou à peu près, eh bien, nécessairement, les animaux vont être à sang froid. D'accord? À sang froid, ça veut dire en réalité qu'ils vont être pas équilothermes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir adapter leur température en fonction de la température de l'environnement. Ils ne peuvent pas être à température, comme nous, au milieu terme, avoir une température relativement élevée par rapport au milieu ambiant, parce qu'ils ont trop de perte d'énergie, il faudrait qu'ils mangent tout le temps. Et vous arrivez à un moment où il faut manger 25 heures ou 26 heures sur 24, et ça, jusqu'à plus ample informé, on ne peut pas le faire. Donc, nécessairement, les animaux sont à sang froid. On vient de faire cette démonstration sans se compliquer la vie, hein, sans faire de biologie. On a vu aussi que forme et squelette osseux des êtres vivants, géants, les grands, bien ne sont pas comme les nôtres, au point de vue proportion, et on peut déterminer à peu près leur proportion, comme je vous ai montré avec l'os de dinosaure, avec le fémur de dinosaure. Je rappelle aussi qu'une comparaison sérieuse nécessite qu'on soit à échelle identique, sinon ça ne veut strictement rien dire. La division cellulaire, on a vu que finalement c'était une obligation physique, sinon par définition il n'y avait que des cellules qui étaient stables, soit elles mouraient, soit elles ne bougeaient pas, elles ne faisaient rien, quoi, aucun échange. Et ensuite, attention, à petite quantité, ça ne veut pas dire des errements inopités. Il faut vraiment faire attention à ça, surtout que c'est les surfaces qui interviennent. Ça, c'est ce qu'on vient de voir avec les exemples que je vous ai donnés. Maintenant, des exemples que je ne vais pas traiter, mais juste pour vous montrer ce que l'analyse d'échelle permet de faire. C'est vos devoirs, en quelque sorte, hein, que vous avez à faire à la maison. Premier devoir, pourquoi un bébé peut se déshydrater beaucoup plus vite que nous? Hein, on le met dans une voiture, on ferme les vitres, et puis bon, si on revient qu'il y a eu le soleil, on se rend compte qu'il y a un problème. Hein. Bon, ben c'est pas compliqué, vous avez remarqué que le bébé, déjà, il a une grosse tête, et puis bon, c'est comme un Lilliputien, c'est pas aussi petit, d'accord, mais c'est quand même, il est plus petit que nous. Il est presque homothétique à un adulte, pas tout à fait, parce qu'en proportion, sa tête est plus grande, hein, mais il a à peu près notre forme. Puis en plus, vous avez remarqué, souvent ils sont pas beaux, ils sont tout flippés, comme ça, parce qu'ils ont beaucoup de peau. Hein. Ouais, donc la surface du bébé, par rapport à sa masse, est beaucoup plus importante que la nôtre. Et donc, il va perdre son énergie, sa chaleur, de manière beaucoup plus forte, ou absorber, évidemment, si vous le plantez au soleil, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'un gosse peut se déshydrater très vite. C'est un Lilliputien un peu plus grand, quoi, hein, mais ça ne change rien, c'est le même principe. Après, on peut se demander aussi pourquoi une baleine, il y a une baleine qui s'échoue et elle meurt. Pourquoi la baleine meurt? Alors que finalement, grosso modo, elle arrive, elle est en pleine forme, elle n'a pas de maladie et tout. Eh bien, tout simplement pourquoi? C'est qu'elle va se retrouver, elle va mourir étouffée, parce qu'elle va avoir sa cage thoracique qui va être comprimée. Alors, soit les os vont casser, soit elle va être tellement comprimée, elle est sur une surface dure, la plage, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la baleine, elle a une certaine masse, donc elle a un certain poids dans l'eau, qui n'est pas tout à fait le même, on va en parler tout à l'heure. Elle est née dans l'eau, elle grandit dans l'eau, elle vit dans l'eau, donc ses os sont épaissis proportionnellement au poids qu'elle subit. Mais le poids qu'elle subit, ce n'est pas sa masse, d'accord?
Alors que quand elle arrive sur le rivage, bien automatiquement, c'est le poids total qui va jouer. Il n'y a plus la poussée d'eau, là. D'accord? Donc ça veut dire à ce moment-là, la cage thoracique se comprime, les vaisseaux sanguins vont être comprimés, ça va faire plein de toxines, elle va mourir asphyxiée. D'accord? Ou pire que ça, les os peuvent casser sous le poids de sa propre chair, quoi. D'accord? C'est exactement un peu le problème, c'est que c'est un être vivant dont les os ne sont pas épaissis proportionnellement comme on aurait pu penser qu'ils devraient l'être si elle était sur Terre. D'accord? Le problème, c'est qu'elle est dans l'eau, elle est dans l'eau, et le problème, c'est quand elle arrive sur Terre. Elle change d'espace en quelque sorte, et là, effectivement, ça pose un peu des problèmes pour la pauvre baleine. Baleine, cachalot, c'est pareil, hein, c'est le même système. Alors vous allez me dire, bon, c'est rare de mettre un maillot de bain à une mouche ou un truc comme ça, mais c'est vrai que quand on voit une mouche, vous êtes en train de boire une bière tranquille, il y a une mouche qui arrive, paf, elle tombe dedans, vous n'avez pas de cuillère, rien pour l'enlever, ben elle s'en sort pas. Elle s'en sort pas. Vous pouvez essayer de l'aider, d'accord, sinon elle s'en sort pas. Pourquoi elle s'en sort pas? Pas parce qu'elle est assez nulle, la mouche, hein. C'est tout simplement que si on regarde pour la mouche le rapport surface par rapport à sa masse, et qu'elle se mouille, c'est les mêmes molécules d'eau que ce soit nous quand on plonge, je mets le maillot, je plonge, je sors, je suis mouillé, je vais avoir, allez, 300-400 grammes d'eau sur le corps ou un truc comme ça. La mouche, évidemment, elle va avoir nettement moins, mais l'épaisseur moléculaire, c'est la même pour la mouche aussi. C'est comme nous, si on mouillait, on sort, on avait à peu près entre 80 et 100 kilos sur le dos. Ben, c'est sûr qu'on aurait des problèmes pour sortir. Ben, c'est ça qui se passe pour la mouche, d'accord? L'équivalent pour elle, c'est d'avoir entre 50 et 100 kilos sur le dos en plus. Donc ben, la pauvre, la plupart, à moins d'avoir une mouche super costaud, une bio-mouche, elle ne peut pas s'en sortir. Alors après, bon là je ne vais pas vous donner, c'est votre devoir à faire à la maison, c'est ben, pourquoi la recette de cuisson, souvent les bouchées c'est X minutes par kilo. Hein, vous prenez un truc, il va vous dire 45 minutes par kilo. Okay, c'est bien gentil, mais il ne faut pas s'y fier, quoi. Sauf si vous prenez que le kilo comme il vous dit. Mais si vous prenez une dinde, par exemple, vous avez une dinde, j'en sais rien, de 2 kilos, le gars il vous dit 1h30, et vous prenez une dinde de la même région et tout, il faut qu'elle soit à peu près proportionnée, la même chair, etc., qui fait le double, 4 kilos, si vous mettez le double en cuisson, c'est fini, elle va être cramée complètement, quoi. Hein. Donc attention à ça. Je ne vous donne pas la solution, vous avez qu'à chercher à savoir qu'est-ce que c'est qui fait cuire. Hein. Alors j'aide un petit peu. Les échanges de chaleur dans le four se font en fonction de la surface, et pas en fonction de la masse. Et c'est quand vous avez quelque chose qui est grossi par un facteur 2, ben ok, la surface est 4, d'accord? Mais le volume c'est 8. Donc il faut faire attention à ça. Et donc attention aux recettes de cuisson, tant de minutes par kilo, ou par 100 grammes, ou par litre, ou quoi, ça vaut rien du tout, ça marche pas, quoi. Alors, ouais, c'est mon tempérament écolo qui m'a décidé de placer ça. Non, je rigole, mais là, le sujet ne se prête pas trop à rigoler. Hein. La planète bleue, on la voit de loin. Quand les aliens ils viennent nous voir, ils se baladent comme ça, ils la repèrent de loin parce qu'elle est bleue. La planète bleue, pourquoi? Parce que 70% de la surface de la Terre est couverte par les eaux. Alors des fois, ça va un peu vite et on entend 70% de l'eau. Ok, mais c'est pas tout à fait ça. Là, on prend la Terre, donc c'est une animation qui a été faite par des collègues américains. Donc on regarde un petit peu, on enlève l'eau et on va regrouper toute l'eau de Terre. Pof, c'est tout. Regardez les deux sphères. Ça, c'est toute l'eau sur Terre. Je n'ai pas dit que c'était l'eau potable. Hein. C'est toute l'eau sur Terre. Maintenant, de ça, on va extraire un tout petit peu, tac, et on va sortir l'eau douce. D'accord? Je n'ai pas dit que c'était l'eau douce accessible. Hein. D'accord? Donc, si maintenant, de ça, on sort en plus l'eau douce accessible, il ne reste pas grand-chose. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. On est souvent... comment on pourrait dire, induit en erreur par le fait qu'on voit une surface, on voit la planète bleue, ça s'appelle la planète bleue, elle a été surnommée la planète bleue. En réalité, bon ok, c'est vrai, la planète bleue, c'est 70% de la surface qui est couverte par les eaux, mais c'est une pellicule, c'est peanuts, hein, c'est un film élastique qu'on a mis par-dessus. C'est très 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 petit. Si on le ramène par un petit calcul pour voir ce que ça donne, pareil pour l'air, j'en profite pour vous montrer pour l'air, voilà ce que ça donne. Ici, la sphère là, que vous voyez, sur la France, un peu décalé, hein, sur l'Italie et la France, un rayon d'à peu près 700 km, c'est toute l'eau de notre planète. Toute l'eau de notre planète, ça tire là-dessus, une sphère d'à peu près 700 km de diamètre. Et l'air, bon, l'eau est nécessaire, il n'y a pas de problème, l'air aussi, hein, par définition, et vous voyez que ben, c'est pas grand-chose non plus, c'est à peu près 1000 km de rayon.
Donc vous faites France, Italie, Croatie, quoi, voilà, quelque chose grosso modo comme ça. C'est tout l'air. Tout l'air en prenant les 100 km d'épaisseur. Donc évidemment, à 80 km, 90, il n'y a plus grand-chose. Hein. Et en prenant en bas où c'est relativement dense, c'est quand même 1 kg force au centimètre carré, ben, il n'empêche que quand on le ramène à une sphère, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est pour montrer qu'il faut quand même y faire attention parce que ça peut se polluer très très vite. Et vous avez vu que la quantité d'eau douce est vraiment faible et la quantité d'eau douce accessible est encore plus faible que ça. Donc je vais aborder la deuxième partie. Je vais essayer d'accélérer un peu, ok. Donc là, on va parler du théorème d'Archimède, je suppose que tout le monde connaît. On va faire une savante démonstration avec des intégrales partout. Donc c'est un peu compliqué pour le démontrer. Mais le théorème d'Archimède, il peut se démontrer avec les mains sans rien faire. Donc je vais faire une démonstration à la main, une démonstration de physicien. Donc vous prenez un aquarium, ok, imaginez un aquarium, tout ça c'est de l'eau. De l'eau en liquide, hein, peu importe, là on peut supposer de l'eau, mais ce que vous voulez. C'est un fluide en équilibre, d'accord? Il n'y a personne qui est en train de le remuer, il n'y a pas d'écoulement, c'est pas le paillon, encore qu'en ce moment il n'y a pas grand chose, mais donc c'est statique, d'accord? C'est un fluide immobile. Et maintenant, on va imaginer, c'est virtuel, hein, on se concentre tous, et on va imaginer un patatoïde, donc un truc en forme de patate, n'importe quelle forme, qu'on met, enfin pas qu'on met à l'intérieur, qu'on dessine dans le liquide, mais c'est le liquide lui-même. Hein? Vous imaginez, vous vous concentrez, et votre cerveau imagine une patate comme ça à l'intérieur. Mais c'est une patate en eau. Si ça c'est de l'eau, ça c'est de l'eau. Il n'y a pas de frontière, hein, c'est virtuel, c'est juste vous l'imaginez. D'accord? Ça c'est votre patatoïde. Ok. Maintenant on se dit, la frontière de ce patatoïde eh bien, est soumise à des forces. Sur chaque petite surface, d'accord, il y a des forces de pression qui s'exercent. Qui sont dues à quoi? Bien, aux molécules qui sont ici, qui bougent un peu dans tous les sens, qui vibrent, peu importe comment, tac, 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 la résultante c'est une force comme ça. D'accord? Ça tape, ça rebondit, etc. Une force ici, etc. Donc un peu partout, hein, j'ai fait ces petites surfaces, mais tous les éléments de surface subissent une force de pression, celle qui est devant vous, celle qui est derrière l'écran, etc. Tout ça, toutes ces forces-là, elles vont s'additionner, certaines se retranchent, etc. Quelque part, il y a ce qu'on appelle une résultante. C'est la somme totale de toutes ces forces. D'accord? Donc toutes ces forces de pression, quelque part, elles ont une résultante. Cette résultante, je vais la mettre à un centre que je vais appeler G. Ce n'est pas spécialement un centre de gravité, hein, je vais l'appeler G, ce qu'on appelle le centre de poussée. Je le mets là, on ne sait pas où il est pour le moment, mais je sais que toutes les forces qui s'exercent, comme ceci, la somme de toutes ces forces, ça a une certaine résultante. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas quelle valeur elle a. Ok. Par contre, ce que je sais, c'est que mon patatoïde ici, il ne bouge pas. Parce que par définition, on a imaginé un fluide en équilibre, d'accord, il n'y a rien qui bouge. Donc mon patatoïde virtuel ici, il ne bouge pas. Il est pourtant soumis à son poids. On est sur Terre. D'accord? Donc s'il ne bouge pas alors qu'il est soumis à son poids, ça veut dire nécessairement que la résultante des forces de pression est égale et opposée à son poids. D'accord? C'est une obligation, puisqu'il ne bouge pas. Donc moralité, on sait où ça s'applique et on sait quelle valeur est là. Ça s'applique au centre de gravité, centre de poussée que maintenant on appelle centre de gravité. On a le poids et la résultante. Ok? Puisqu'on sait qu'il est immobile. Vous allez dire ok, mais on ne connaît pas la valeur. Ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance. Maintenant on se dit, par la pensée, on va se dire, ce patatoïde, à la place, je vais y mettre un corps solide. Je vais mettre un corps en métal avec exactement la même forme. Hop, je transforme. D'accord? Alors évidemment, il n'y aura pas le même poids, il y aura un poids plus grand, plus petit, ça dépend de l'objet que je vais mettre. Mais je mets un corps en patatoïde qui a exactement la même forme que le patatoïde virtuel que j'imaginais tout à l'heure. Ça veut dire nécessairement que les forces de pression restent les mêmes, c'est les mêmes qui s'exercent sur une même surface. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Bien, on vient de démontrer le théorème d'Archimède, qui nous dit que quand on plonge un corps dans un liquide, il va subir une poussée dirigée vers le haut, qui est égale au poids de fluide déplacé. Puisque c'est R, cette résultante, on sait qu'elle est égale au poids de l'eau qu'on avait tout à l'heure à l'intérieur du patatoïde. D'accord? Donc on vient de démontrer le théorème d'Archimède. Tout corps qu'on plonge dans un liquide, en principe on ressort mouillé, ok, mais ce qu'on sait, c'est que quand il est dans le liquide, il subit une poussée dirigée vers le haut, qui est égale au poids de fluide déplacé, au poids de liquide, si c'est du liquide ou un gaz, hein, au poids de fluide déplacé. Fluide, ça veut dire liquide ou gaz.
pour montrer quelles applications on peut en faire, et pour vous montrer qu'avec des petits volumes, on arrive à faire des trucs assez importants, on regarde par exemple un ballon qu'on gonfle à l'hélium. Alors on se dit, je vais prendre 1 mètre cube pour faire simple, je prends un ballon de 1 mètre cube. On va négliger le petit poids de l'enveloppe plastique, hein, disons 100 grammes, 150 grammes, peu importe quoi. Donc je regarde ici 1 mètre cube d'hélium. C'est une masse de 180 grammes à peu près, hein, 0,18 kg, d'accord, l'hélium. Quand je mets mon ballon comme ceci avec l'hélium, j'ai donc déplacé un certain volume d'air. Il a pris la place d'un volume d'air. Il a pris la place de quel volume? De 1 mètre cube d'air. Et ce mètre cube d'air, qu'est-ce qu'il représente comme masse? 1,29 kg. D'accord? 1 litre d'air, c'est 1,3 g, 1,29 g au litre. Okay, donc 1 mètre cube d'air, c'est une masse de 1,29 kg. Donc ça veut dire, ici, ce ballon gonflé à l'hélium, il va avoir une poussée d'Archimède qui est égale, dirigée vers le haut, hein, à l'équivalent du poids du fluide déplacé, donc 1,29 kg force, si on veut parler en force. Je ne vais pas parler en newton, sinon on ne va plus rien comprendre. Donc à l'équivalent de 1,29 kg force. Ça veut dire que on a le poids, la masse, donc le poids de l'hélium dirigé vers le bas, et la poussée d'Archimède dirigée vers le haut. Résultat, ben c'est tout simplement la différence des deux, hein, 1,29 kg moins les 0,18, on a 1,1 kg, 1,110 kg force qui est en train de pousser vers le haut. Donc on peut soulever avec ce simple ballon, déjà 1 kg, sans faire des forces, hein, vous n'avez rien à faire, d'accord? C'est le ballon qui soulève, c'est l'air, c'est les 100 km d'air qui travaillent pour nous, quoi, d'accord? Donc ça veut dire avec des volumes relativement faibles, si vous prenez un ballon de 10 mètres de rayon, d'accord, vous allez pouvoir soulever 4 tonnes, sans faire de travail. Et il se trouve qu'il y a une application qui en est faite, qui devrait démarrer normalement l'an prochain. Donc c'est l'ONF, hein, l'Office des forêts, national des forêts, qui développe donc des aéronefs à large capacité, ici 60 tonnes, donc 150 mètres de long, à l'hélium, avec une armature, donc là il commence à y avoir un peu de masse, ce qui fait qu'il porte moins que ce qu'il aurait pu porter s'il n'y avait que ça, mais il faut que la structure soit suffisamment solide, parce qu'il est prévu de pouvoir se déplacer jusqu'à 100 km à l'heure. D'accord ? C'est assez étonnant pour un dirigeable, hein, en quelque sorte. Donc voilà quelques exemples d'applications possibles. Bon, après le truc, il faudra qu'il se développe et tout, mais c'est assez économique, disons. Même si c'est cher au départ pour fabriquer, après l'amortissement, bon, évidemment, il ne faut pas que ce soit pour des zones, il ne faut pas aller dans la vallée du Rhône, quoi, hein, ça c'est clair, hein, avec le Mistral qu'il y a, c'est pas vraiment pratique, quoi. Après, ça dépend des zones où vous voulez l'utiliser, hein. Si vous êtes sur la banquise comme ici, il n'y a pas trop de problème, parce que c'est relativement plat et relativement constant comme vent. Donc avec les petits, il y a des petits moteurs avec des ventilos, hein, qui permettent donc de le diriger, qui permettent de le caler par rapport au vent. Donc c'est pour montrer finalement que on arrive à avoir des choses assez intéressantes avec des volumes, bon, qui commencent à être importants, 150 mètres, mais qui n'ont rien vraiment de prohibitif, quoi. On passe à autre chose. Bon, je pense qu'il n'y a personne qui va se faire attraper là. Qu'est-ce qui pèse plus lourd, 1 kg de plume ou 1 kg de plomb? Vous allez me dire? C'est pareil. Vous avez perdu. C'est dommage. Maintenant, on va regarder un petit peu dans la réalité. Qu'est-ce que c'est? Bien, 1 kg de plomb, c'est 1 kg de plomb. On est d'accord. 1 kg de plume, c'est 1 kg de plume. Tout le monde est bien d'accord. Ok. Sauf que, si on réfléchit un petit peu, le kilo de plume, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport au kilo de plomb? Eh bien, c'est qu'il a un volume quand même qui est beaucoup plus gros. S'il a un volume qui est beaucoup plus gros, ça veut dire que la poussée d'Archimède qu'il va subir, puisqu'on est dans l'air, d'accord, va être plus grande que la poussée d'Archimède que va subir le kilogramme de plomb. Ok avec ça? Donc, moralité, la poussée d'Archimède sur les plumes étant beaucoup plus importante que la poussée d'Archimède sur le volume de plomb, tout simplement pourquoi? Parce que la poussée d'Archimède est égale au poids du volume d'air déplacé. On est d'accord que les plumes occupent plus de place dans l'air que ce que le plomb il occupe. D'accord? Donc la poussée d'Archimède sur les plumes est beaucoup plus grande que la poussée d'Archimède sur le plomb. Donc si maintenant vous pesez, ma question c'était qu'est-ce qui est le plus lourd? Lourd c'est un poids. 1 kg de plume ou 1 kg de plomb? 1 kg c'est une masse, c'est pas un poids. Confère la baleine de tout à l'heure, qui a une certaine masse, mais qui n'a pas ce poids-là quand elle est dans l'eau.
Par contre, elle se retrouve avec ce poids-là quand elle est sur la plage. D'accord? Ben là, c'est pareil. Il faut faire attention à ça. C'est que quand on pèse dans l'air, eh bien, il faut tenir compte de la poussée d'Archimède. Vous avez le poids, ici, la gravité, d'accord? Et puis, la poussée d'Archimède. La gravité, la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède sur le plomb est beaucoup plus petite que l'autre flèche en rouge, hein, que la poussée d'Archimède sur les plumes. Donc, en fait, 1 kg de plomb, ça pèse nettement plus lourd qu'1 kg de plume, quand on fait une pesée sérieuse. D'accord? Ça veut dire qu'il faut tenir compte, pour une pesée précise, il faut tenir compte de ce qu'on appelle la perte de poids. C'est pas la perte de masse, hein, la perte de poids dans l'air. Il y a soit les collègues dans les labos en chimie, soit ils travaillent sous des cloches, et puis ils font un peu, pas le vide complet, mais ils enlèvent l'air, pour justement enlever la poussée d'Archimède. Soit il y a des tables. Il y a des tables qui tiennent compte, en fonction du volume de l'objet, qui tiennent compte de la perte de poids dans l'air, pour que la pesée puisse être significative. D'accord? Bon, après, cela dit, si on va peser 1 kg de plomb, 1 kg de plume, on ne va pas s'embêter avec ce genre de truc, mais il faut le savoir que ça existe, parce que quand vous pesez des objets qui ont de la valeur, ben à ce moment-là, ça intervient et c'est non négligeable. Donc rappelez-vous de ça, kilogramme de plomb, kilogramme de plume. Alors, dernier petit chapitre que je voulais aborder, ça va, je suis à peu près dans les temps, c'est bon. Donc, c'est la tension superficielle. C'est juste des petits trucs que j'aborde. Vous avez vu, l'Archimède, on est passé un peu vite. Hein. En fait, j'ai fait Archimède, c'était pour regarder kilogramme de plomb, kilogramme de plume, parce que je trouvais que c'était amusant. Et c'est un truc qui intervient dans la vie de tous les jours. Ça peut expliquer, par exemple, pour la baleine, etc., les confusions aussi qu'il peut y avoir. Et là, bon, je suppose que tout le monde connaît le capitaine Haddock. Hein, dans Tintin, On a marché sur la Lune, et quand ils sont dans la fusée, c'est un fan de whisky, il veut boire son whisky, et il a quelques problèmes parce qu'il est en état d'apesanteur. Donc gravité à peu près égale à 0, et il se trouve que son whisky il fait une belle boule, comme ça, et cette belle boule elle est due à ce qu'on appelle la tension superficielle, et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu, très rapidement, c'est pour regarder un petit peu quelques petites choses amusantes, disons, de la nature qui sont liées à la tension superficielle, au-delà du whisky du capitaine Haddock. Alors la tension superficielle, comment on s'en aperçoit? Eh bien, dès que les gens observent la nature, un peu comme Rahan, vous connaissez Rahan, le fils des âges farouches? Voilà. Ben, il observe, et dans une BD, je ne sais plus laquelle, à un moment, eh bien, il pleut comme ça, il y a des gouttes qui sont tombées, il y a des gouttes qui sont restées sur une feuille, il y a une feuille qui était percée, il y a une goutte qui était sur le trou, et il voit une fourmi en dessous, et il la voit énorme. Il vient de découvrir la loupe, grosso modo, parce que la goutte, justement, a fait une goutte. L'eau a fait une goutte, et ça, c'est pas normal. Normalement, ça devrait être plat. Vous avez remarqué, la mer elle est plate, quand vous mettez de l'eau dans un verre c'est plat, etc. D'accord? C'est-à-dire qu'à pression identique, en principe, on est plat. D'accord? Donc ça pose un petit problème. Pourquoi? Parce que tous ces points, le point qui est ici, 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 ils sont tous à la même pression dans l'air, parce qu'on est à peu près à la même hauteur. C'est epsilon, hein, la hauteur de la goutte par rapport aux 100 km d'air qui nous intéresse. Donc la variation de pression ici est égale à 0, on a la même pression. Donc si on a la même pression, on devrait avoir la même hauteur. D'accord? Principe fondamental de la statique, la différence de niveau entre deux points donne la différence de pression. Si vous avez une pression identique, vous êtes à la même hauteur. Ok. Ben, il se trouve que là, on est à la même pression et on n'est pas à la même hauteur. Et on regarde ici, on s'aperçoit que la punaise, là, le géris, la punaise d'eau, bien on s'aperçoit, bon, d'abord elle tient sur l'eau, c'est un peu bizarre, miraculeux, etc. Mais on s'aperçoit que l'eau, manifestement, elle prend une forme un peu bizarre, l'inverse ici de la goutte, qui fait un relief vers vous, et là ça fait un creux dans l'écran. Alors je vous invite à faire chez vous l'expérience suivante, même les expériences que je vais vous montrer, mais une affaire, parce que je pense que vous n'allez pas me croire tout de suite, c'est de prendre un verre, comme j'essaie de schématiser ici, et de le remplir d'eau à ras-bord. D'accord? Vous ne le faites pas déborder, mais rempli à ras-bord. Et à ce moment-là, vous prenez des aiguilles, des boîtes d'aiguilles, et vous, tac, délicatement, vous mettez des aiguilles dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 300, 400. On peut aller couramment, ça dépend de la taille du verre, hein, mais pas un verre titanesque, jusqu'à 1000 aiguilles, sans que l'eau ne déborde. Encore que le mot déborde, c'est un peu... Elle déborde, mais elle ne coule pas. D'accord? Donc elle déborde du verre, mais elle ne coule pas. Donc on s'aperçoit que là, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que le liquide ici prend une forme particulière, alors que normalement, c'était plat, ça aurait dû déborder. Ça ne déborde pas, il n'y a rien au bord du verre, il n'y a pas de colle, il y a quoi que ce soit, ça reste comme ça. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui explique justement ces phénomènes un peu curieux dans la nature, qui sont par exemple le géris, etc. Ces phénomènes ils sont dus à ce qu'on appelle les interfaces.
Je vais essayer de schématiser ça hein, pour vous le montrer, c'est-à-dire les surfaces, entre guillemets surfaces, les surfaces de séparation entre différentes phases, entre un liquide, un solide, un gaz ou un solide. Donc, que ce soit un fluide, liquide ou gaz, que ce soit un solide, on a des limites de séparation, on a des surfaces de séparation. Là, vous avez le verre et vous avez l'air. Vous avez une surface de séparation entre le verre et l'air. Là, vous avez une surface de séparation entre l'eau, qui est ici, et l'air. Pareil, ce sont des surfaces de séparation. Ces surfaces de séparation ont des propriétés particulières. Alors, je vais vous le montrer ici. Vous prenez ici un liquide, ici un gaz. Pour ne pas se compliquer la vie, on prend les mêmes molécules. Disons, vous avez de l'eau et de la vapeur d'eau. Hein? Ou peu importe, vous avez, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Hélium liquide, hélium gazeux, etc. Ce que vous voulez, mais les mêmes molécules. Vous voyez, j'ai mis les mêmes ronds, les mêmes billes. Comme ça, on ne se complique pas la vie, il n'y a même pas des molécules différentes. Donc ici, phase liquide, ici, phase gazeuse. Les molécules, elles sont attirées par leurs molécules environnantes, sauf à venir se choquer, là ça devient répulsif. Mais sinon, il y a des forces attractives. Donc je prends une molécule, n'importe laquelle au hasard ici, elle est attirée par toutes ses voisines. D'accord? Ici, il y a plein de molécules, il y en a un petit peu partout. Donc cette molécule-là, elle est attirée dans tous les sens. C'est-à-dire que la moyenne de ces forces est à peu près égale à 0. Pas tout à fait, parce qu'elle va se déplacer un petit peu, puis elle va taper sur une, elle va revenir. Mais globalement, tout ça, ça va être immobile. D'accord? Les molécules bougent, mais l'ensemble reste immobile. Ici, l'ensemble de ces forces nous donne à peu près 0. Je regarde les mêmes types de molécules, mais dans le gaz. Là, il n'y en a pas beaucoup. Le gaz, c'est la même chose que le liquide, mais les molécules sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. D'accord? C'est très peu dense. Vous voyez, l'air, il n'y a pas grand-chose. Par contre, si je fais ça dans l'eau, effectivement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus dense. Okay? Mais là, c'est les mêmes molécules. Il y a nettement moins de molécules, donc il y a moins de petites flèches que j'ai dessinées. Mais c'est pareil, elles subissent des forces, cette molécule subit des forces attractives des autres, et en moyenne ici, quand je suis dans la masse, dans le bulk, là, à ce moment-là, la somme totale est égale à 0. Ok? Donc si on regarde un petit peu les forces que les molécules subissent, au sein du gaz, donc quand on est vraiment dans le gaz, à ce moment-là, la résultante moyenne des forces exercées sur une molécule, quelle qu'elle soit, est égale à 0. Si on regarde dans le liquide, au sein du liquide, c'est pareil, on va avoir, la molécule qui était dessous, au sein du liquide, la résultante des forces exercées, d'accord, est égale à 0, en moyenne. Ok? Maintenant, je vais regarder les molécules que j'ai dessinées ici, qui sont dans ce qu'on appelle l'interface, c'est-à-dire l'endroit où on va passer du liquide au gaz. C'est un endroit un peu particulier, c'est pour ça qu'on l'appelle l'interface. Il est entre les deux phases ici, interface. Et il se trouve que la molécule qui est ici, elle a pas mal de voisines en dessous, mais elle a très peu de voisines au-dessus, d'accord? Puisqu'ici, c'est du liquide, et ici, c'est du gaz. Donc ici, peu de molécules, ici, beaucoup de molécules. Donc il y a beaucoup de flèches dirigées vers le bas, peu de flèches dirigées vers le haut. Donc les molécules, toutes celles qui sont ici dans l'interface, elles subissent une résultante qui n'est pas égale à 0, qui est dirigée vers le bas. D'accord? Comme ça, comme ça. Toutes ces molécules qui sont ici subissent des forces dirigées vers le bas. Ok? Ça veut dire qu'on vient de se rendre compte que un fluide, quel qu'il soit, subit au niveau de l'interface, d'accord, des forces de résultantes qui sont dirigées vers le liquide. Ok? Résultante, ici la résultante est nulle, ici la résultante est nulle. Ça veut dire que tout se passe comme si on avait une membrane, il n'y a pas de membrane, hein, mais tout se passe comme si on avait ici une membrane élastique qui cherche à comprimer, comme quand vous mettez un caoutchouc sur un pot ou un truc comme ça, quelque chose qui cherche à comprimer les molécules qui sont dessous. Ça veut dire qu'un liquide, quand il est en interface avec quelque chose, un fluide, même un gaz, il subit une force à l'interface, hein, dans l'interface. Une force qu'on appelle les forces de tension superficielle qui tendent à diminuer la surface, qui tendent à se rabattre vers le liquide. Ça cherche les forces de tension superficielle pour minimiser l'énergie. Ça revient à essayer d'obtenir la surface la plus petite possible, à comprimer le liquide. C'est ça qui fait la boule de whisky pour le capitaine Haddock. D'accord? Les molécules se réunissent pour former la plus petite, enfin, le volume qui a le plus petit rapport surface par rapport au volume. Et c'est la sphère qui a ce cas-là. C'est la sphère parce qu'il n'y a pas de gravitation, parce que sinon, chez nous, ça sera un truc aplati. Hein. D'accord? Donc, ici, on vient de montrer finalement que tout se passe comme si on avait une membrane. D'accord?
Alors on va regarder un petit peu comment on explique avec la membrane, et je vous invite donc non seulement à faire la manip des aiguilles et la manipulation que je vous ai parlé tout à l'heure des aiguilles, mettre dans le verre, mais là vous allez en faire une autre, vous allez réussir un exploit absolument titanesque, c'est de faire flotter de l'acier sur de l'eau. De l'acier sur de l'eau. Alors qu'a priori on se dit ça va couler, il n'y a pas de problème, etc. Et pourtant non, ça marche très très bien. Donc je prends deux aiguilles, vous pouvez avoir 3, 4, 5, une seule comme vous voulez, hein, c'est pour le fun que j'en ai mis 2, c'est tout, c'est parce que vous allez voir un petit mouvement après. Vous prenez ici du papier, si ce n'est pas laine, papier de toilette, etc. C'est un papier très très faible. C'est parce que c'est très difficile de poser les aiguilles, on y arrive, mais une fois sur 10, quoi, à poser l'aiguille sur l'eau. Parce qu'on a tendance avec les doigts à la poser pas vraiment bien pile. Donc vous prenez le papier, vous repliez, et vous posez délicatement au niveau de l'eau, et vous lâchez le papier. Les aiguilles sont dans le papier. Bon, ça bouge un peu, j'ai filmé avec mon téléphone, hein, mais... Et après, vous lâchez, vous laissez aller, et vous voyez les aiguilles qui tiennent sur la surface de l'eau. Donc de l'acier qui flotte sur l'eau. Là, il n'y a pas de poussée d'Archimède, hein, parce qu'on n'est pas dans l'eau, hein, on est sur l'eau, on n'est pas dans l'eau, d'accord, on est sur l'eau. Alors, au passage, ça peut être intéressant, parce que ça peut vous faire une boussole, vous êtes un peu perdu, vous n'avez pas de boussole ou autre truc comme ça, mais il se trouve que les aiguilles vont pouvoir s'orienter, puisque la moindre petite force qui va agir, le champ magnétique, ça va agir, va permettre de faire bouger. Le papier tombe au fond et tout, et regardez là, les deux, je les ai séparés, et vous allez voir, elles vont venir se recoller en quelque sorte. Tape sur le bord, et pourquoi elles viennent se recoller comme ça? Tout simplement parce que comme elles sont sur l'eau, elles créent une dépression, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une pente de côté, une pente de l'autre, ça va en s'amenuisant, mais ce côté-là est plus bas que l'autre côté de l'aiguille, et donc elles sont en train de glisser sur une pente sur l'eau, d'accord? Sur l'eau, pas dans l'eau. Alors comme j'aime bien la zététique, hein, vous le savez, je vais vous montrer un trombone zététique. Donc pour vous montrer que même un trombone, hein, qui est plus lourd qu'une aiguille, là j'ai pris une assiette, j'ai mis de l'eau et le trombone flotte dessus. Vous le voyez avec l'ombre qui est dessous, avec les éclairages qu'il y avait, il est en train de flotter sur l'eau et ça marche vraiment très très bien. Le truc c'est de le poser avec le papier parce que sinon à la main on peut y arriver, mais à la main c'est vraiment difficile. Donc c'est la tension superficielle, on va le voir, qui explique ça, qui permet de comprendre le phénomène, des gouttes, etc. On va voir après d'autres phénomènes. C'est tout simplement l'aiguille quand elle est posée sur l'eau. Alors si ça ne marche pas bien que vos aiguilles coulent directement, vous les prenez dans la main et vous les touchez un petit peu. On a toujours les mains un peu grasses ou un truc comme ça. Sinon carrément vous prenez de l'huile ou du beurre, un truc comme ça, vous y mettez de la matière grasse dessus. Il faut qu'elle soit un peu grasse, d'accord? L'intérêt c'est d'avoir des acides gras, on prend ça et on grossit, qui soient en contact avec l'eau, parce que c'est hydrophobe, d'accord? Donc ça veut dire que ça, du coup, ça va permettre beaucoup plus facilement à l'aiguille de creuser la surface. C'est tout simplement la membrane élastique, entre guillemets, hein, de l'eau qui s'incurve, d'accord? Parce que ça, ce sont des molécules hydrophobes, du gras, et donc on va avoir les forces de tension superficielle qui sont comme ceci. Ça veut dire que vous avez des composantes verticales, dirigées vers le haut, et des composantes horizontales. Cette même force, on peut la décomposer en ceci, plus ceci. Ça, c'est annulé par la même chose qu'il y a de l'autre côté, d'accord? Alors que les composantes verticales, elles s'additionnent et elles s'opposent au poids de l'aiguille. Et c'est ça qui permet à l'aiguille de rester sur l'eau. Okay, c'est les forces de tension superficielle, les composantes verticales des forces de tension superficielle qui maintiennent les deux aiguilles. Alors qu'ils flottent ici sur l'eau, j'ai mis flotte entre guillemets parce que c'est pas une poussée d'Archimède comme un bateau, ça n'a rien à voir. La membrane, si on peut dire de l'eau, n'est pas rompue. Si vous cassez la membrane en quelque sorte, ça coule. Alors le géris, le patineur, ben c'est un petit peu la même chose, enfin pas un petit peu, c'est la même chose. Ce qu'il va faire, c'est au niveau de ses pattes, donc de ses 6 pattes, il va creuser, en quelque sorte, une dépression sur l'eau. Il peut se déplacer jusqu'à 1 mètre seconde, hein, ce qui est pas mal, parce que grosso modo, sa masse c'est 2 grammes, il fait entre 1 et 2 cm, hein, donc, et vous voyez l'engin, donc ça veut dire un déplacement relativement rapide pour lui. Alors, ça c'est ses rames en quelque sorte, ça c'est les directionnels, c'est l'aviron, ça c'est les rames, et ça c'est ce qui lui permet d'attaquer les proies, etc. quoi, hein. Donc chaque paire de pattes est un peu faire à sa fonction propre, quoi, en quelque sorte. Hein. Eh c'est exactement le même système, c'est tout simplement qu'au niveau de chaque patte,
C'est comme si ici c'était l'aiguille, dont je vous montrais tout à l'heure, l'aiguille d'acier. Ben là c'est la pâte. En plus il a des poils avec du gras, c'est hydrophobe, hein. Il a des poils hydrophobes. Donc vous avez des composantes de tension comme ceci, et les composantes verticales, quand on fait la somme, vous faites la somme sur les 6 pattes, et ça va être plus fort que le poids de l'insecte. Donc ça le soutient sans aucun problème. Il peut même lever une patte, il n'a pas de problème pour se balader dessus. Là on le voit bien, sur ce cliché on voit bien la dépression. D'accord? Et il se déplace relativement vite. Alors vous avez aussi les dolobèdes, c'est... Bon, s'il y en a qui n'aiment pas les araignées, fermez les yeux, mais sinon c'est très joli à voir. Et c'est des araignées qui pêchent et qui mangent le poisson. Donc elles sont ichthyophages. Ichtyo, le poisson, et phage qui mange. Donc c'est des araignées qui se baladent, en quelque sorte. Tout simplement le même système. Hein. Vous voyez ici les cavités, les dépressions que ça crée sur la surface de l'eau. Et en plus, bon, elles ont une particularité, c'est qu'elles peuvent aller pêcher dans l'eau, la tête en bas, parce qu'avec les poils, elles emprisonnent de l'air. Elles ont un scaphandre portatif, je crois, en quelque sorte. Elles ont les bouteilles incorporées, quoi. Donc elles peuvent se retourner, attraper le poisson en dessous carrément. Elles ont toujours de l'air pour respirer. Et là, ce qui leur permet de tenir sur l'eau, ben, c'est les forces de tension superficielle. C'est toujours la même chose. C'est comme si la surface de l'eau était une membrane élastique. Elle s'appuie sur cette membrane sans la traverser. Évidemment, il faut qu'elle pose les pattes bien à plat. Il ne faut pas qu'elle les mette... c'est pareil pour le géris. C'est exactement le même système. Donc là, les masses, je vous ai mis ici, c'est à peu près 2 grammes. Et puis la taille, ça dépend entre mâle et femelle. Hein. La femelle est beaucoup plus grosse. Grosso modo, on va faire le double de la taille du mâle. Et voilà, ça vous donne à peu près le déplacement. Et mon préféré, c'est celui-là. Le gecko, c'est la bestiole classique ici. Hein. Moi, j'adore. À la maison, on en a pas mal. Il y en a qui rentrent dans le bureau, ils se mettent, je peux l'attraper, le mettre sur la mer, tranquille, il ne bouge pas, il reste là. C'est très très sympa comparé aux lézards, quoi. Ça cherche même pas à mordre et tout, c'est vraiment sympa. Mais celui-là est quand même un petit peu particulier. C'est pas les geckos comme on a ici. Celui-là est particulier parce que là, il est où? Il est au bout du doigt. C'est pas un bébé, hein, il est adulte celui-là. Hein. Donc c'est le gecko pygmée, qui s'appelle brésilien, bon c'est un trou au Brésil, mais bon. Les endroits où on le trouve, Venezuela, Guyana, Suriname, la Guyane, dans notre département, Bolivie, Brésil. Et il est vraiment très 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 petit. Bon, grosso modo, c'est presque le plus petit reptile du monde. Il y en a peut-être un qui peut lui voler la vedette, mais... Donc je vous ai mis ici taille maximale de l'ordre de 2 cm et demi, 3 cm et demi à peu près avec la queue, et 6 dixièmes de gramme. Vous voyez, il est pas gros, hein. Parce qu'imaginez quoi. Vous voyez un peu le rapport par rapport à la photo, ce que ça représente. Alors je vais vous montrer un petit film sur ce gecko pygmée, un film de la BBC qui est vraiment, vraiment intéressant. Pygmy gecko could sit comfortably on a fingertip. It's so exceptionally small that no other reptiles compete with it. But it's so nimble it can escape from the hunting monsters of the Vous avez vu à quelle vitesse il peut cavaler, hein? It's so small that it has special problems with, for example, rain. Regardez bien. Étonnant, hein? It could drown in a drop, but its skin is hydrophobic. Regardez la goutte. Rain cannot wet it. Elle ne s'étale pas du tout. Elle est complètement fermée. A tumble into a puddle, you might think, would risk death by drowning. But the gecko... Il est immobile là, hein? Immobile. It's so light and its skin so water repellent that it can literally stand on water. C'est absolument ahurissant. Il est immouillable quasiment. C'est vraiment très très particulier.
C'est bon, c'est évidemment dû aussi à sa petite taille, hein. Rappelez-vous le coup du Lilliputien, hein, parce qu'en taille il est très petit, mais alors du coup en volume, donc en masse, donc en poids, ça diminue encore plus vite. Mais là c'est aussi le facteur, disons, hydrophobe de sa peau qui est absolument phénoménal. Et puis on reste dans la même catégorie, mais là ça devient un peu plus gros, là c'est quand même déjà un joli petit bestiau, donc 60 cm avec la queue, c'est le basilic, donc c'est un lézard à peu près 200 grammes, hein, ça dépend... Et je vais vous montrer justement ce qu'il fait. Il a un surnom que je vais vous donner après. Non. Donc son surnom, c'est le lézard Jésus-Christ. Mais vous remarquez qu'il ne marche pas sur l'eau, il court sur l'eau. Ça fait de grosses différences. Hein. Mais celui-là, il est vraiment génial. Hein. Parce qu'il a une dextérité, il n'y a quasiment pas de perte énergétique. Regardez, hein, il n'y a quasiment pas de gouttes qui s'envolent et tout. C'est vraiment absolument ahurissant. Je vous en montre un deuxième qui, lui, bon, vous allez voir, c'est un débutant, quoi. Lui, il éclabousse partout, il débute, quoi, c'est clair, hein. Il pose les pattes avant de temps en temps. C'est quand même assez étonnant, hein, 60 cm, 200 grammes, c'est phénoménal. Bon, il y avait d'autres, il y a aussi les grèbes à tête blanche, etc., qui sont beaucoup plus gros, qui peuvent dépasser le kilo et tout, hein, qui font la parade nuptiale et tout. J'aurais pu montrer ça, mais après, bon, on nous faisait 3 heures de conférence. Donc le but ici, c'était de montrer un petit peu ça, parce que là, on n'est plus tout à fait, enfin, on n'est plus dans la tension superficielle. Hein. Déjà, vous avez vu, il ne marche pas, comme souvent c'est revendiqué, le basilic, il marche sur l'eau, il court sur l'eau. Donc c'est pas tout à fait Jésus, parce que Jésus, en principe, on suppose qu'il était peinard, parce que sinon... Ouais, mais c'est quand il s'est tourné qu'il a dit à Pierre, fais pas l'imbécile, marche sur les cailloux comme moi. Donc, si on regarde un petit peu à quoi c'est dû, eh bien, on a par moment, mais vraiment par moment très très court, quand la queue, elle traîne dans l'eau en quelque sorte, là, il profite un peu de la tension superficielle, qui en quelque sorte soulage le poids au niveau de la queue, qui est déjà suffisamment importante, hein, donc c'est du poids. Mais après, ce qui est assez incroyable, surtout sur le premier, vous avez vu, lui, c'était vraiment un expert, il éclabousse quasiment rien. Alors, il y a des gars qui ont fait des aquariums et qui ont filmé, hein, donc tout a été détaillé par des chercheurs, c'est absolument incroyable. C'est la vitesse de rotation de sa patte. Il frappe l'eau, donc il frappe très très fort, donc déjà quand vous frappez, il n'y a qu'à voir, vous plongez dans l'eau, de là ça va, vous allez sur le plongeoir à 8 mètres, vous plongez, vous faites un plat, vous avez compris que c'est pas pareil, hein, d'accord? Donc quand on tape, on sait bien qu'on reçoit quelque chose dirigé vers le haut. Donc vous frappez l'eau, vous recevez une impulsion dirigée vers le haut. C'est ce qu'il fait déjà avec sa patte, il frappe déjà très très vite, mais surtout quand il rentre la patte dans l'eau, je vais mettre comme ça c'est l'eau, il tape comme ceci et il fait tourner au niveau de son poignet, bon c'est pas un poignet hein, lui, mais... Donc il tourne comme ceci très très rapide, et il tourne tellement vite qu'il crée un phénomène de cavitation, c'est-à-dire il va plus vite que ce que l'eau va pouvoir venir, donc il crée une dépression, point de vue pression là-dedans, c'est-à-dire qu'il est dans pas une cavité d'air, mais une cavité de vapeur d'eau. Il vaporise l'eau instantanément sur le dessus de sa patte, qu'il ne touche pas, hein, c'est par la vitesse de déplacement. Ça veut dire qu'il rentre sa patte dans l'eau, il tape, il prend l'impulsion, il tape, il rentre la patte dans l'eau, et il va tellement vite qu'il retire sa patte dans l'air. En fait, c'est de l'air qu'il a dedans, donc il est nettement moins freiné. Donc il y a peu de pertes énergétiques. Et celui qu'on a vu, le premier, franchement, c'est vraiment étonnant, parce qu'il n'y a quasiment rien, il y a juste quelques gouttelettes qui partent. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment étonnant. Donc on voit ici, et puis peut-être de temps en temps, vous avez une partie tension superficielle, d'accord, pour la partie queue. Mais sinon, c'est un effet de rame des pattes et de cavitation, d'effet très, très, très rapide. Bon, j'ai mis ici, mais j'ai pas le temps de vous faire les calculs ou quoi que ce soit. Hein. On pourrait se dire, bon, est-ce que nous, on pourrait s'amuser à faire ça? Parce qu'on voit quelques vidéos où il y a des gars qui s'élancent depuis la berge, et puis ils se mettent à courir sur l'eau. Bon, c'est des vidéos qui sont bidonnées, hein, c'est pas, on ne court pas sur l'eau. Si on fait un petit calcul, il faudrait qu'on frappe avec nos pieds vers le bas avec une vitesse de 30 mètres par seconde. 30 mètres par seconde, c'est grosso modo 3 fois plus que le champion du monde sur le 100 mètres, et qui ne tient que pendant 10 secondes sur le 100 mètres, hein, et il ne va pas faire 400 mètres comme ça, quoi. Donc il faudrait frapper en plus avec une puissance qu'on n'a pas, qui serait 15 fois le maximum que nos muscles pourraient développer. Donc c'était pour vous montrer un petit peu ce qui est lié à la tension superficielle et ce qui ne l'est pas, mais pour vous montrer que dans la nature, il y a pas mal de choses intéressantes.
résumé. Merci. Un petit résumé de ce qu'on a vu ce soir et 3 petits points à retenir. Vous allez voir, ils vont s'afficher ici. Donc celui-là, j'espère que vous en rappellerez. Et puis, juste pour finir, comme pour démarrer, c'était un clin d'œil à Lucrèce. Donc je mets 2 petites citations de Lucrèce parce que ça traduit bien la démarche finalement matérialiste de Lucrèce et puis des physiciens finalement. Il disait: car si les hommes voyaient qu'il est un terme sûr à toute leur misère, ils auraient un moyen alors de résister tant aux religions qu'aux menaces lancées par les devers. Et le leitmotiv qu'il met systématiquement, il y a plusieurs livres dans son bouquin, dans chaque chapitre finalement il revient là-dessus et il explique que pour dissiper ténèbres et terreurs de l'esprit, ce qui compte c'est finalement c'est bien voir la nature et en rendre raison. Donc c'est avoir le comportement de physicien et essayer de comprendre la nature, comment elle fonctionne, et ça évitera de faire appel à des divinités ou à des gourous, quoi, en quelque sorte. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Bien, nous avons une petite demi-heure. S'il y en a qui ont essayé déjà de marcher sur l'eau. Henri, on peut marcher sur l'eau, hein. J'ai des étudiants de zététique qui ont marché sur l'eau à la fac des sciences, hein. Sur le petit lac qu'il y a. Après, je ne vous dirai pas comment, hein. Il faut suivre les cours de zététique, hein, mais... Merci. Est-ce que cette conférence, on peut la voir sur YouTube ou quelque chose? Vous l'avez sur... Non. Elle sera. Très bien. Une question là par rapport à la loi sur l'échelle, la loi de l'échelle. Souvent, lorsqu'on est à la télévision, on compare les pays. Et on entend des fois, ils vivent avec 50 € par mois ou 60 € par mois. Si on n'applique pas la loi de l'échelle, ça ne veut absolument rien dire. Ouais. Et ça s'applique tout le temps, hein, partout, hein, c'est ahurissant. Il n'y a pas que ça, au niveau des informations, il y a un autre problème qui se pose. Louis, mon frangin, tout à l'heure, il parlait du bouquin que j'ai écrit, là, qui s'appelle « Comment déjouer les pièges de l'information ». Dedans, j'explique, par exemple, les techniques, justement, qu'il faut essayer de détecter. Et il y en a une qui est la confusion, corrélation, causalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de classique au niveau des médias, au niveau de l'information, dans les JT ou même dans des émissions. On vous montre des graphiques magnifiques, on vous montre des corrélations. Par exemple, vous avez un graphique et vous avez, j'en sais rien, la consommation de tabac et l'espérance de vie. Et vous voyez que la consommation de tabac, elle est maximale dans les pays où l'espérance de vie est longue. Grosso modo, fumez encore plus et vous aurez une vie plus longue, quoi. Ben, c'est une confusion, corrélation, causalité, quoi. C'est simplement que les pays développés, entre guillemets, là où il y a beaucoup de consommateurs de tabac, c'est ceux qui ont la meilleure médecine, donc du coup, etc. Et malheureusement, c'est pas explicité, quoi. Donc, le nombre de confusions, c'est titanesque dans les infos. Alors, monsieur. Est-ce qu'il y a une taille moyenne, disons... Attendez. Attends, il y a le micro qui arrive. Merci. Est-ce que par exemple, un homme ne pourrait pas dépasser, je sais pas, 3 mètres par exemple? En hauteur? Ouais. Au niveau des os, tout ça. Franchement, je dirais 3 mètres, c'est possible. Enfin, en tout cas, en tant que physicien, moi, ça ne me choquerait pas. Après, il faut bien comprendre que... Micro. Ah ouais. Quand on dit 3 mètres, déjà, il y a un peu arnaque sur le problème, parce que même quand on voit les champions du monde, ok, ils sautent et tout, il a sauté, j'en sais rien combien on est, 2,30 ou 2,40 ou un truc comme ça, c'est vrai, il a passé la barre à 2,40, mais il n'a pas sauté de 2,40 m, quoi. C'est technique. Et, non, c'est pas une question de technique, c'est une question de centre de gravité. Quand il part, il n'a pas le centre de gravité au niveau 0, quoi. Il n'a pas le centre de gravité au niveau du sol, son centre de gravité il est à peu près par là. Donc si le gars, c'est des grands, hein, souvent qui sautent, grands et longilignes, si le gars il fait 1,90 m, ça veut dire qu'il a son centre de gravité, il est à 90-95 facile. S'il passe 2,40, ça veut dire grosso modo qu'il a sauté 1,50 m, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Donc après, est-ce qu'on peut monter à 3 mètres? Ben, si on prend quelqu'un le plus grand dans le monde, il fait déjà 2,40, 2,45, donc le centre de gravité déjà, etc. Donc, mais c'est sûr, on n'aura pas des géants, on ne sautera pas 10 mètres, quoi. Voilà, ça c'est une certitude expérimentale en quelque sorte. Mais 3, franchement, je ne mettrai pas ma main à couper, quoi. Monsieur.
Oui, bonsoir, merci. Je pense au phénomène d'une fourmi qui tombe d'une table, par exemple, et ça lui fait rien, continue à courir, ce qui est beaucoup de fois supérieur à sa dimension. Si nous, on tombe autant de fois, comment ça se fait? Ben c'est exactement ça, c'est un phénomène d'échelle. C'est que la fourmi, allez, on va aller vite. La fourmi, elle est, disons, 100 fois plus petite que nous. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Supposons qu'elle est à peu près la même comme nous, 2 têtes, 2 bras, c'est pas vrai, mais bon, grosso modo, 100 fois plus petite que nous. Mais ça veut dire sa masse, son volume, donc sa masse, donc son poids, c'est quoi? C'est 100 au cube. D'accord? Donc c'est 1 million de fois moins lourde que nous. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Donc elle tombe, ok, mais elle tombe pas comme nous quand on tombe. Le choc qu'elle a au sol n'a rien à voir avec le choc que nous on se prend quand on tombe. Quoi. Après, il y a l'élasticité des pattes, il y a tout d'autres trucs qui jouent, hein. Mais le principal, c'est ça, c'est que le poids diminue beaucoup plus vite que la taille. Alors, le talent de la toile de l'araignée pour faire sa toile. Le talent de la toile d'araignée pour faire sa toile. Il y a peut-être un système d'explication zététique qui justifie cet art particulier. Je sais pas, franchement, je sais pas, la manière dont elle tisse sa toile, je sais pas, je peux pas vous dire. Là, il faudrait demander, je sais pas, peut-être à un biologiste ou un truc comme ça, pour voir la production du fil, exactement, la vitesse à laquelle il sèche, etc. Et peut-être que ça oblige à une certaine forme. Après, c'est au point de vue captation, certainement, hein. Je veux dire, il y a 10 millions d'années d'évolution qui font que pour attraper la proie, ben, il faut que la toile elle ait une certaine taille. Si la maille elle est comme ça, c'est sûr on ne va pas attraper de la poutine, quoi. Si la maille est plus petite, ben, automatiquement on attrape des petits poissons. Et dans ce cas-là, pour l'araignée, des plus petits insectes, quoi. Donc, mais ça, il faut demander à des biologistes. Là, je suis hors de mon domaine. Question suivante. Quand on est à la plage, si on met la crème solaire en flotte, très mieux. Si on met de la crème solaire, quoi, j'ai pas entendu la question. Quand on est à la plage, quand on nage, par exemple, dans l'eau douce, pour être plus simple, est-ce que si on met de la crème solaire, on flotterait mieux? Alors, flotter, non. Parce que flotter, ça veut dire que vous êtes dans l'eau, et donc là, le fait d'avoir des molécules hydrophobes dessus que vous avez mis, pour vous êtes tartiné, pour éviter que le soleil ne vous cuise, ça ne va pas changer grand-chose, c'est la poussée d'Archimède qui joue. Par contre, maintenant, si vous essayez de vous allonger délicatement sur l'eau, là, à ce moment-là, ça va jouer. Mais ça va jouer pendant un temps très bref, tout simplement. Pourquoi? Parce que votre masse, donc votre poids, va être suffisant pour que vous cassiez la membrane et l'élasticité de la membrane. Ça ne peut marcher que pour des insectes très petits, que pour des êtres vivants petits. À partir du moment où, justement, quand on diminue, leur masse diminue très très vite, parce que ça va au cube, et c'est ça qui leur permet de marcher. Les forces de tension superficielle sont faibles. Elles sont efficaces sur des êtres de petits volumes, donc de petite masse. Et sur nous, non, malheureusement. Il y a des tenues de nageurs qui ont été faites, tout ça. Oui, bien sûr. Mais c'était pas sur le principe de l'hydrophobie, hein. C'était le principe où ça montait la poussée d'Archimède, et donc ça leur permettait de glisser sur l'eau. Donc c'est... Mais bon, de tout temps, il y a eu des trucs comme ça. Hein. Il y a quelques décennies, il y avait des chaussures de foot en peau de requin. Parce que la peau de requin avait un meilleur amorti. Parce que le requin, il peut prendre des chocs pas possibles, quoi. Donc c'est au niveau de... Donc après, c'est l'utilisation que les gars ils font du néoprène, enfin des nouvelles techniques. Bon, c'est presque normal qu'il y ait ces utilisations. Après, il faut les enlever pour que tout le monde soit à égalité. Hein. Mais la recherche de ces recettes se fait automatiquement. Alors, si on n'a plus de questions, Cette question. on peut conclure. Est-ce qu'on a intérêt à acheter des grosses pommes de terre que des petites? Parce que quand on les épluche... Ah ben, j'ai jamais réfléchi à la question, mais c'est pas bien compliqué, vu que la surface dépend de la taille au carré. Si vous prenez une masse de pommes de terre, déjà quand vous achetez, on vous vend des kilos, bon, il faudrait déjà voir comment on pèse. Enfin, bon, la variation est faible, mais à la limite, il vaut mieux avoir une patate qui soit plus grosse, parce que le rapport surface sur masse sera plus petit. Si vous prenez plein de petites patates, vous avez un rapport surface sur masse qui devient important. Une fois que vous avez épluché tout ça, il vous reste beaucoup d'épluchures et pas beaucoup de patates. D'accord? Alors que si vous avez une grosse patate, vous êtes gagnant.
Ça ne veut pas dire que ça aura le même goût et tout, hein, j'ai pas dit ça. Mais en tout cas, vous êtes gagnant sur la quantité de patates. C'est pour ça qu'on coupe hein, d'ailleurs à la cuisson, hein, quand on veut que ça cuise plus vite, au lieu de laisser une patate entière, même quand on utilise du cocotte quoi, on coupe en morceaux. C'est tout simplement pourquoi? Parce qu'on augmente la surface. Et les échanges d'énergie se font par la surface. Donc on augmente la surface pour la même masse, parce que c'est la même patate qu'on coupe en 3 ou en 4, etc. Donc ça permet de cuire plus vite. La cuisson se fait en fonction de la surface exposée. C'est ce que je dis à ma femme tout le temps, À votre avis, y a-t-il une relation entre la recherche spatiale et les recherches théoriques, physiques de votre domaine? Je pense au vol habité, à la découverte de l'apesanteur de la vie, le corps humain dans l'apesanteur, et la découverte des conséquences de cette apesanteur. Oh là, c'est pas trop non plus mon problème. Bon, en tant que physicien, et puis bon, je suis un peu fan d'astronautique. Enfin, j'étais fan quand j'étais jeune, quoi. Donc, parce que c'était l'époque, il y avait Sputnik, Yuri Gagarin, etc., Valentina Tereshkova. Il y avait de quoi faire. Mais non, je pense que là, il y a un problème qui est que l'adaptation de l'homme, l'adaptation physiologique de l'homme à l'apesanteur, l'apostrophe, quoi, hein, pas la pesanteur, mais la pesanteur, donc à la non-pesanteur, disons, hein, elle est vraiment compliquée et elle peut être que faite par des moyens artificiels, parce qu'il faudrait des centaines, sinon des milliers ou des millions d'années pour qu'il y ait vraiment que la morphologie s'adapte, parce que les os, ils sont calculés en fonction. Si vous voulez, l'espace sur Terre n'est pas isotrope. Il y a une direction qui est particulière, c'est la direction verticale. Pourquoi? Parce qu'il y a la gravité. Donc quand vous avez par exemple un arbre, il va croître, les branches à un niveau donné, elles ont à peu près toutes de même dimension. Vous prenez un sapin, à une hauteur donnée, ces branches ont à peu près toutes la même dimension. Par contre, quand vous montez, c'est de plus en plus petit. D'accord? Parce que autant c'est isotrope dans cet espace-là, je peux tourner comme ça, tout est à peu près isotrope. Par contre, dans ce sens, non, parce qu'il y a la gravité. Et quand vous êtes dans un vaisseau spatial, d'accord, si on est éloigné hein, de toute grosse masse, il n'y a pas de pesanteur. Et donc c'est ça qui va poser un problème. Donc je pense qu'au contraire, les gens certainement le feront, inverseront, et viendront à ce qu'a fait la science-fiction, en particulier Asimov, qui était un scientifique, hein, qui était un prof de biochimie, et qui écrivait la science-fiction. Et il avait expliqué que l'intérêt, c'était de faire des stations spatiales, qui étaient essentiellement un peu comme dans 2001 Odyssée de l'espace. Hein. Donc vous avez des grosses roues qui tournent de manière à créer une pesanteur en quelque sorte artificielle, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait tourner, donc il y a la pseudo-force centrifuge, ça n'existe pas, quoi. Hein. Mais quand on fait tourner un objet, il y a ce qu'on appelle la force d'inertie, et ça donne un équivalent de gravitation, et ça fait que le corps humain peut supporter de rester longtemps. Donc si on doit faire des voyages lointains, ça ne veut pas dire Mars, hein. Mars ça va être quelques mois ou quoi, c'est peanuts, hein. Je veux dire, c'est pas... ça sera peut-être difficile à faire, mais c'est pas des voyages lointains. Un voyage lointain, ou peut-être il faudra, j'en sais rien, toute une génération à l'intérieur du vaisseau, là nécessairement, à mon avis, il faut qu'il y ait une pesanteur qui soit reconstituée, sinon l'organisme ne tiendra pas le coup, quoi. La question m'est venue à l'esprit à propos de votre exemple sur le cachalot, qui lui est adapté à l'eau, donc à la poussée d'Archimède, mais qui ne peut pas vivre longtemps lorsqu'il est sur la plage, à l'air, quoi. Et la question m'est venue par rapport à mon métier. C'est pas le fait qu'il soit à l'air, parce que lui il respire. Hein. Oui, d'accord. C'est le fait qu'il soit sur un objet dur, et donc c'est son poids, ce coup-ci qui est entier, il a sa masse, donc son poids qui est entier, parce que sinon un cachalot il va plonger à 2 km, 2000 mètres, hein. Donc il subit une pression pas possible, mais il est dans un élément liquide, et partout ça s'adapte, tandis que là il est sur une surface solide, donc il s'écrase, et les côtes peuvent carrément casser. Si les côtes ne cassent pas, de toute manière les vaisseaux vont être écrasés, donc la circulation sanguine ne se fait pas, la pompe elle en prend un coup, et puis en plus vous avez les toxines qui s'accumulent, comme quelqu'un qui a un membre coincé quand il y a un éboulement ou un truc comme ça, il ne faut surtout pas le libérer tout de suite, sinon les toxines passent, quoi, hein. Donc là malheureusement c'est ce qui se passe pour la baleine, quoi. Bien sûr, merci. Monsieur. Bonsoir. Question plus générale. Est-ce que vous pourriez affirmer que toute chose inexplicable, tout phénomène inexplicable, est seulement dû à un manque de connaissance de l'humain?
Au risque de vous choquer, moi je dirais oui. Hein. Je dis il n'y a pas de choses inexplicables, il y a des tas et des tas et des tas de choses inexpliquées. Mais inexpliqué, c'est pas inexplicable, parce que demain, un collègue, demain ou dans 10 ans ou dans 2 siècles, hein, peu importe, ou dans 1000 ans, on arrivera peut-être à l'expliquer. Comme on ne sait pas si on va y arriver, ben on suspend notre jugement. Mais à mon avis, a priori, il n'y a pas de choses inexplicables. A priori. Donc c'est une probabilité. Ben oui, c'est un peu comme on va parler de la vie dans l'univers ou un truc comme ça. Il n'y a aucune certitude là-dessus. Non, on ne peut pas avoir une certitude sur un sujet comme ça. Donc ça laisse des possibilités autres. Puisqu'il n'y a aucune certitude. Certitude de quoi? Dieu dans tout ça. Il n'y a aucune certitude de pouvoir. Et Dieu dans tout ça, ben, y a quelqu'un qui a répondu à Napoléon, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. La place. C'était la place. Ouais. Donc manifestement, c'est une hypothèse qui ne sert à rien, donc c'est même pas la peine d'en parler. Quoi. Moi je veux bien en parler, hein, cela dit, c'est un sujet auquel je me suis intéressé en plus, y compris sur son soi-disant fils, hein, sur l'historicité ou non, quoi. Et donc je pense que je connais un peu le sujet aussi, mais franchement, il n'y a pas grand intérêt dans ce domaine, quoi. Au risque de vous décevoir. Hein. Voilà, donc je répète, s'il y en a qui sont intéressés, si vous voulez savoir comment on marche sur le feu, ben, vous venez vendredi prochain à la maison des associations. On se brûle. Voilà. Non, sans se brûler, sinon il n'y a pas grand intérêt. 6h30 comme d'habitude. Vendredi prochain. Il ne me reste plus qu'à remercier les